à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 161 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, 13e numéro de notre top 100, la C-Lab. Bon, alors, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous n'êtes pas sous le choc qu'on se retrouve pour un épisode qui avait été annoncé, un épisode prévu dans la programmation, qui avait été annoncé comme l'épisode suivant lors de la dernière fois. Ça commence à être une anomalie avec, avec tous nos trades qui arrivent. Le trade de Lillard qui était imprévu, podcast imprévu. Le trade de Jrue Holiday il y a quelques jours, 2 jours après, imprévu, podcast imprévu. Mais aujourd'hui, rien ne s'est passé. Toujours pas. Pas de James Harden, en tout cas au moment où j'enregistre cette introduction, vous aurez compris. Et donc ce qui veut dire que dans la nuit, au moment où j'enregistre et au moment où ce sera publié, James Harden ne sera plus aux Sixers. De rien, chers fans de Sixers. Donc effectivement, pas de James Harden qui a bougé, pas de Malcolm Brogdon qui a bougé, ni d'Herb Williams d'ailleurs. Éventuellement, Portland attend juste de faire monter les enchères, ou alors Portland qui est une franchise plutôt habituée à devoir gérer des blessures. Et ben avec des cas comme Brogdon ou Herb Williams, bah finalement on prend le temps, on prend le temps de faire les examens. Mais donc, bref, aujourd'hui, comme annoncé, 13e QV de notre top 100. 13e. Et donc, la syllabe, petit jeu de mots, notre exercice, notre top 100 que l'on construit petit à petit. Chaque épisode, on prend 5 noms au hasard à partir d'une playlist. On en discute et on les classe, on les rajoute au classement de manière organique. Et donc, le classement se bâtit ainsi petit à petit. C'est le principe. Pour l'instant, on a un top 60 et d'ici une paire d'heures, on aura un top 65. 13e épisode, 5 par numéro. Bien entendu, top 100 également participatif, vous le savez. Et donc, aujourd'hui, nous recevons un nouvel invité, d'ailleurs, qui n'est encore jamais venu sur le Basket Lab jusqu'à aujourd'hui, et quelqu'un du média de QI Basket, un autre membre de cette équipe de QI Basket, qui n'est autre que Julien. Julien de QI Basket, que vous voyez aussi traîner de temps en temps sur T-Wolves France FRA. Et donc avec Julien, on s'occupe de la QV du jour, et j'en profite aussi. Toujours un petit décalage entre les enregistrements et la publication, pour avoir un peu d'avance et pour pouvoir gérer notamment. Mais donc, je le précise, en ce moment, QI Basket fait pas mal de live de leur preview, donc c'est à peu près tous les soirs sur Twitch. Vous venez sur la chaîne Twitch de QI Basket, on rigole tous ensemble et surtout on parle de la saison à venir, saison 2024 qui approche à grands pas. Mais donc voilà, on se donne aussi rendez-vous là-bas. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 13e numéro de notre top 100, la C-Lab. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de la C-Lab, notre top 100 des joueurs de 2023, avec aujourd'hui un nouvel invité. C'est toujours bien d'accueillir des nouveaux, et donc aujourd'hui on reçoit Julien de QI Basket. Comment ça va, Julien ? Salut tout le monde, écoute, salut Guillaume, très très bien, et toi ? Ça va, on avance petit à petit dans la C-Lab, on est de l'autre côté de la moitié, ça va. le projet avance, on va dire. Encore un peu de chemin, quoi. Encore un peu de chemin, ouais, évidemment. Donc Julien de QI Basket, bien entendu. Je crois que t'as pas d'article récent, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, malheureusement, ça donnera une occasion à Jérém de m'engueuler, mais ouais, non, pas d'article récent depuis la saison dernière, un peu moins productif, clairement. Mais voilà, là on a les previews. Mais les previews qui arrivent. Ouais, on a les previews qui arrivent, donc on a déjà commencé la rédaction. Les publications arrivent pendant pas très longtemps. Donc là, je me remettrai au taf avec l'équipe, mais bon, ils continuent de produire des super articles. On a des rédacteurs qui sont arrivés il y a pas si longtemps et qui font du super taf. Donc voilà, faut continuer à lire ça, même si
perso, je suis un peu moins actif ces derniers temps. Et puis Julien aussi de Timberwolves FR. Alors FR, mais le arroba c'est T-Wolves France FRA. Fra, ouais, c'est T-Wolves Fra, ouais. C'est là que tu passes aussi pas mal de temps. Hein. C'est pour ça que ça, tu ne te dédies pas totalement à QBasket. Admin 2, ouais, sur ce compte-là, fan des Wolves depuis 2 ans, je crois aussi. Donc là, pour plus pour partager vraiment l'actu de Minnesota et souffrir avec notre belle commu. Donc on devine un grand fan de Jordan Poole alors, hein, n'est-ce pas? Bah magnifique, évidemment Guillaume, je suis toutes tes joutes, même si j'y participe pas, parce que sinon je serais sans fin versus Anthony Edwards, mais j'ai choisi mon camp. La rivalité des 2020, c'est celle-là. Bon bref, donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer à la Syllab, ce top 100 participatif avec plein de monde, plein de médias différents. Et donc Julien aujourd'hui de QBasket. Julien, on a pour l'instant déjà, après 12 épisodes, un top 60, hein, assez logiquement, hein, 5 par épisode. Est-ce que déjà, première chose, tu as des remarques à faire sur ce classement existant? Pas spécialement, quelques petites surprises, même si je pense comprendre pourquoi. Rien qui m'a choqué vraiment sur ce classement-là. Chaque fois que non m'a potentiellement surpris, j'arrive rapidement à me dire ouais, mais en même temps les blessures vont jouer, en même temps une partie de la saison dernière a pas été si ouf ou autre. Donc pas vraiment de noms qui m'ont choqué. Comme je te disais en préambule. Petite boutade, mais Jaden McDaniels, voilà, moi je suis absolument fan de ce joueur. Je l'aurais mis un tout petit peu plus haut, mais c'est vraiment très subjectif. Sinon, pas grand chose qui m'a choqué, à part peut-être presque la place de Kawhi, où du coup j'ai l'impression qu'on est plus tolérant avec lui sur les blessures. Oui. Quand même concerné au même titre que d'autres joueurs qui sont dans le classement, et j'ai l'impression qu'ils ont été plus pénalisés que lui, mais ça me dérange vraiment pas dans la mesure où je trouve que Kawhi en forme, c'est un top, ouais, c'est peut-être un top 3 NBA en vrai, hein. Donc j'aime beaucoup ce joueur, donc non, rien qui m'a vraiment choqué. Kawhi, effectivement, le truc c'est qu'on classe sur les matchs où il a été là. En fait, on fait pas une valeur cumulée, on pénalise pas pour le nombre de matchs ou pour les blessures. Donc à partir d'un certain nombre de matchs, on les prend en compte dans le classement et ensuite on évalue quand ils sont là. D'ailleurs, je crois que c'est Jérémy de QBasket avec qui on l'a classé, si je dis pas de bêtises. Donc assez haut, effectivement, Kawhi Leonard. On va dire que quand il est là, il est très bon. Quand il est là, il est monstrueux, ouais. Et sur McDaniels, pour l'instant 45e du classement. Donc derrière notamment des Harrison Barnes et KCP, un peu dans ce rôle 3&D. Ouais. C'est vrai qu'on va dire que l'an prochain ou dans 2 ans, si on refait le classement, il pourrait gagner 10, 15, 20 places, quoi. J'espère, c'est tout ce que je nous souhaite. Oui. Honnêtement, c'est tout ce que je nous souhaite. C'est un peu le rêve de ce potentiel, ouais. Tout à fait. Clairement. Bon, alors si rien ne te choque, tant mieux. On peut avancer du coup au best of the rest. Des joueurs donc que je n'ai pas dans la pré-liste des gens qu'on va classer, mais que, évidemment, dans une démarche totalement démocratique, j'accepte tout rajout participatif, on va dire. Est-ce qu'il y a des noms, je sais qu'on en a parlé en antenne, il y a des noms où tu t'aurais bien voulu peut-être qu'on les rajoute à cet exercice? Ouais, il y a quelques noms qui m'ont un petit peu pas sauté aux yeux, mais presque. J'ai hâte de voir du coup le classement final après les participations d'un petit peu tout le monde pour voir si ces joueurs se seront fait une place ou pas. Mais comme ça, a priori, j'ai l'impression qu'ils y sont forcément. Je pense à Paolo Banchero, même si ça reste une saison rookie, donc on a toujours un peu cette difficulté à classer les premières années, mais il y a quand même une production qui est solide, donc je suis pas certain en fait de voir 100 joueurs devant lui, même s'il faut forcément toujours regarder la contribution. Sinon, à qui je pensais à Tyus Jones, que j'aime beaucoup. Encore une fois, ouais. Je suis un peu le homer, mais c'est quand même un bonheur backup. C'est presque ce qui se fait de mieux en fait NBA. Là, comme ça, je dirais à chaud, hyper propre, une production toujours régulière, toujours constante. Donc, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Donc, j'ai du mal à voir faut voir combien de meneurs en fait il y aura dans le top 100 in fine, et du coup à voir où il se placera là-dedans et s'il n'y a pas une petite place à lui faire. Quels sont les noms auxquels j'ai pensé? On a parlé de Jared Vanderbilt, que j'aime beaucoup aussi, pareil, ancien Minnesota, mais production offensive et production playoff très limitante, donc ça en effet je me demande s'il y a vraiment une place pour lui.
Et les deux derniers que j'avais en tête, puisqu'on a vu que D'Angelo Russell a risqué d'avoir sa place, c'est Franz Wagner et Cam Johnson. Ouais. Cam Johnson qui fait une super saison avec les Nets, qui est là au mondial en plus avec Team USA, donc il y a quand même un vrai niveau, une vraie production, et Franz Wagner qui est quand même hyper talentueux aussi avec le Magic. Je suis curieux de voir ce que ça va donner sur les prochaines années là, avec un peu du développement sympa autour de lui. C'est quand même un ailier assez complet, donc je pense qu'il y aura potentiellement une place pour lui aussi, quoi. Ouais, je vois. Franz Wagner et Cam Johnson, donc tu appuies les candidatures et Ouais. Pas mal de personnes l'ont fait, donc je pense qu'effectivement, on va en discuter de manière assez certaine. C'est vrai que pour Tyus Jones et Vanderbilt, l'argument de base chez moi, c'était minutage et donc statut un peu plus faible que les autres, où ils sont autour des 23-24 minutes de jeu par match à peine. On va dire peut-être avec un statut et un rôle un peu plus gadget un peu pour Vanderbilt, parfois en playoff on a vu, voire même sur la saison régulière. Et même un statut plus petit et donc un impact sans doute plus petit que, on va dire, la quasi-totalité du top 100 qui va être des titulaires autour de 28, 29, 30 minutes par match, quoi. C'était un peu ça le raisonnement. Mais après, c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que parfois en 24 minutes, Vanderbilt n'apporte pas plus que certains en 28 ou 30, quoi. Ça peut être le raisonnement. Et Banchero, c'est vrai que je m'accroche beaucoup à l'inefficacité qui est assez grande, mais on peut totalement faire l'argumentaire de il n'est pas efficace, mais en même temps, il y a cette valeur de création un peu à gros volume qui peut aussi représenter une certaine valeur. Ouais, totalement. Après, comme je te dis, il y a toujours le prisme de la jeunesse, où du coup, est-ce qu'on se laisse un peu biaiser par le potentiel et par ce qu'on voit du joueur dans les années à venir, ou est-ce qu'on prend vraiment, et à mon avis, c'est ce qu'on doit faire dans cet exercice-là aussi, c'est se cantonner à ce qu'on a déjà vu, à un constat qu'on peut faire au jour J. Et donc, Ouais. dans ce cas-là, en effet, je peux comprendre qu'il soit pas dedans, quoi. Oui, c'est vrai que là, pour l'instant, l'exercice le pénalise puisqu'on juge, on classe selon 2023. Donc forcément, il n'a pas ce côté-là de potentiel, mais en effet. Et donc, tiens, d'ailleurs, j'ai toujours pas annoncé la QV du jour. Aujourd'hui, nous avons du Karl Anthony Towns, d'ailleurs, que tu connais pas mal. Nous avons du Zubac, nous avons du SGA, et puis qui est-ce que j'oublie? Nous avons aussi John Collins et du Emmanuel Quickley. Question habituelle, comment tu t'en es dépatouillé pour les classer les uns par rapport aux autres, ces 5-là? Bah, comme je te disais, l'exercice est pas simple, mais c'est ce qui le rend intéressant aussi, que ce soit dans le classement existant à date, ou même entre eux, parce que postes différents, parce que saisons très différentes, parce que statut actuel très différent aussi. On a du remplaçant par exemple avec Quickley, on a du joueur très absent et assez en difficulté, même malgré un talent plus que certains avec 4. C'est pas simple de les classer les uns par rapport aux autres, mais du coup je pense quand même que le prisme du talent a été assez important. C'est ce que reflète. En fait, c'est un mélange de talent et de contribution, de ce que j'estime être une contribution juste et positive pour une franchise. Pareil, il y a des situations qui ont changé aussi, donc des joueurs qui ont changé de franchise. Enfin, John Collins a changé cet été. Donc pareil, forcément ça joue un petit peu aussi, on en reparlera, mais on évalue forcément sa saison 2022-2023. Mais du coup, le fait qu'il se retrouve dans une nouvelle équipe, on se projette un tout petit peu en disant sa contribution, est-ce qu'elle peut être universelle, etc. Bref, on en reparlera, mais ça joue forcément un petit peu aussi, quoi. Donc voilà, c'est un mélange de ce que j'estime être le meilleur talent, Ouais. et de ce que j'estime être la meilleure contribution à date, enfin sur la saison qui vient de s'écouler. Et donc, les 5 du jour, le top 5, t'as quoi en premier jet, on va dire? Ah, forcément, en premier, Shai Alexander, on va en reparler, mais qui a fait une saison assez hallucinante. En deuxième, du coup, je maintiens Kat. C'était pas si évident que ça, mais le talent prime. C'est plus par rapport à lui, notamment que je parlais de talent. En troisième, je mettais Emmanuel Quickley. En quatrième, j'ai mis John Collins, et en cinquième, j'ai mis Ivica Zubac. D'accord. Mais sincèrement, c'était, ça peut bouger encore en fait en écoutant ce que t'as à dire, tes arguments. Ça peut être clairement assez remis en question. Surtout les trois en fait, 1-2, je suis assez serein. Enfin, je suis assez convaincu. Mais 3-5, c'est vraiment très subjectif, quoi.
ça. Oui, c'est un peu le but de l'exercice, c'est qu'on a chacun notre classement et ensuite il y a le classement à la fin qui est encore différent après les débats. J'avais effectivement SGA en 1, en 4, en 2, Karl Anthony Towns. En 3, je crois que j'avais Zubac à voir dans les débats donc. Et puis après, j'hésitais Quickly et Collins. Mais en effet, il y a une belle homogénéité entre 3 et 5. Donc c'est pas impossible que ce qu'on fasse au final soit différent de ces classements-là. Très bien. Pas simple. Eh bien, attaquons d'entrée si tu veux bien. On peut, allons sur Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, premier joueur du jour abordé aujourd'hui. Si je fais un peu le topo, 33 minutes de jeu par match pour Towns sur 29 matchs cette saison, 106 de true shooting plus, donc plus 6% par rapport à la moyenne sur 26% d'usage. C'est vrai que la saison de Towns, on n'a que 29 matchs, donc en plus un peu une erreur de ma part parce que j'aurais dû un peu mettre de côté ce genre de joueur, mais c'est pas très grave. Prenons Karl Anthony Towns. Donc pour te lancer seulement 29 matchs, mais même au-delà de la blessure, peut-être une saison un peu décevante sur le contenu. Ouais, totalement. C'est pas agréable de le dire forcément en tant que fan des Wolves, mais en fait c'est un condensé de plusieurs choses. C'est que déjà c'est dans la lignée de trois saisons compliquées pour Towns. Le temps passe en fait depuis que, alors j'essaye d'y mettre toute l'empathie du monde. Il a vécu des choses très compliquées pendant la période de Covid, avec le décès de sa mère, de ses proches. Des blessures, etc. Enfin, faut quand même se rendre compte qu'avant de ça, c'était un des Ironman de la NBA, il était jamais blessé, jouait tous les matchs, toujours titulaire, etc. Et depuis c'est compliqué. Donc mentalement, alors ça a toujours été un joueur taxé de soft et souvent à raison. Souvent un joueur qui a été assez frustré pendant les matchs, donc toujours un petit peu fragile mentalement, mais là on a vraiment l'impression que cette phase de dépression qu'il a connue joue également forcément sur son physique, et donc dans son jeu ça se ressent. Donc là on a une saison où il est absent dès le début de la saison, 21e match, il se blesse, il revient, en plus c'est une communication un peu chelou autour de sa blessure, on sait pas trop ce qu'il a, combien de temps ça va prendre, et puis il revient pour seulement 9 matchs en fin de saison, donc très très compliqué à sa décharge de reprendre du rythme dans une équipe qui a tourné sans lui, qui a pas si bien tourné que ça en plus, mais qui a quand même tourné sans lui, avec en plus l'arrivée de Gobert. Donc on parlera de cette hypothétique association, son hypothétique résultat, mais en tout cas c'était quand même pas simple sur le papier de les faire cohabiter, ça reste deux gros. Donc forcément revenir comme ça pour seulement 9 matchs, c'est compliqué de prendre le rythme, d'être prêt pour les play-in, le play-in et pour les play-offs derrière. Donc il y a des circonstances atténuantes, comme il y en a pas mal depuis 3 ans, mais il n'en reste que c'était compliqué pour lui, avec des problèmes toujours qui lui sont propres depuis le début de sa carrière, problèmes de faute, problèmes de gestion de sa concentration pendant les matchs, et de là où il appuie sur ses qualités et où on appuie sur ses points faibles. Oui. Pour grossir un peu le truc. Non, mais effectivement, je trouve qu'il y a un peu toujours le même problème de perception ou d'image avec Towns. J'ai l'impression, hein, où en un sens, on s'accroche à des attentes de très tôt dans sa carrière où on pensait que ça pourrait devenir un go-to guy. Et qu'il y a, du coup, il y a une éternelle déception par rapport à Towns qui n'a pas ce profil-là, en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va être capable d'être un vrai initiateur offensif, de casser des défenses, de créer pour autrui, d'être un moteur offensif. Et là-dessus, il y a un mauvais casting, je pense, pour moi, depuis des années. Mais au-delà de ça, au-delà de ce problème-là, c'est vrai que ça reste une de ses plus mauvaises saisons en carrière, je pense, peut-être en un sens, ou en tout cas une des saisons où il est le moins efficace, mais c'est là que c'est intéressant, même en étant très peu efficace par rapport à ses standards à lui, ça reste quand même très très bon en fait, hein. Plus 6% par rapport à la moyenne. Si je donne les chiffres bruts, c'est 1,23 points par tir sur tous les tirs en général. On fait la moyenne 1,23 points par tir sur tout type de tir. Et si on regarde sur minimum 25% d'usage comme lui, donc 25% de volume d'utilisation, ce qui représente en gros une deuxième option d'équipe, une grosse troisième on va dire, à peu près ça, mais bref. Donc filtrage NBA, donc il y a 67 joueurs en NBA qui ont cet usage ou plus, et ils se classent 15e à l'efficacité. Donc
certes, mauvaise saison d'efficacité, mais c'est mauvais par rapport à ses standards. Mais en fait, en soi, ça reste quand même quelqu'un de très efficace. C'est juste qu'il n'est pas créateur, mais en termes de finition, et notamment en finition, apport de spacing, il est excellentissime en fait. Je suis à 100% d'accord. Là où je mettrais un tout petit peu de nuance, c'est que il est efficace dans son registre, Oui. mais que du coup, et notamment au tir, mais que du coup, c'est là où je te rejoins aussi. Et pour moi, ça vient vraiment contrebalancer un peu cette efficacité au tir, c'est que à côté de ça, justement, ces problèmes de création rendent son jeu un peu moins efficace, dans le sens où quand on va lui donner la balle tête de raquette, et qui va aller avoir du mal à enfoncer un poste 3, un poste 4 sur une petite, même voir un guard sur une mismatch, parce qu'il va mettre le coup trop haut sur son retournement pour partir au cercle et donc faire faute offensive. Enfin, il y a pas mal de soucis là, même si son jeu de passe, par contre, je trouve est assez sous-coté. Il est capable de trouver des lignes de passe assez folles. Il est capable d'avoir des éclairs à la création, à la distribution qui sont assez fous, quoi qu'irréguliers, mais c'est peut-être un point à travailler pour lui, sur lequel en tout cas il peut essayer de progresser encore pour être élite pour un big man. Mais en tout cas, du coup, cette tendance parfois à surjouer balle en main, du coup, je trouve amoindrisse le côté hyper efficace de son tir, qui est dévastateur. On lui reproche aussi pas mal, malgré son efficacité, ça je trouve ça assez fou de trop vivre au large. Mais du coup, j'ai du mal à me positionner aussi dans ce débat-là, parce que comment lui reprocher alors qu'il est justement, comme tu disais, si efficace. Oui, c'est une critique qui date de 2011, ça non? C'est quelqu'un qui qui est resté coincé il y a 10 ans. C'est assez étonnant, je trouve, comme critique, surtout qu'en plus, alors on n'a pas eu l'occasion malheureusement de le voir plus que ça, mais on a quand même un profil à côté de lui qui s'écarte pas du tout du cercle avec Gobert. Donc pour moi, cet apport-là de spacing, et en plus avec des joueurs comme Edwards dans le 5, sont pas gênants du tout. Par contre, c'est vraiment balle en main, ou dans ses choix et dans sa manière d'appréhender le jeu, surtout sur jeu un peu, sur une possession un peu longue, sur des phases un peu plus arrêtées, sur du jeu de possession, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et du coup, ça le rend, je trouve, moins efficace offensivement. Alors que, Oui. encore une fois, quand il s'agit de shooter, c'est élite. Oui, non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'il y a un côté, la moyenne, elle est relativement haute, la moyenne d'efficacité qui prend tous les tirs, mais en fait, il faut presque séparer en deux le côté finition où il est pas très bon, il est élite, donc ça tire vers le haut, mais si on isole un peu les situations de création, il est pas si bon que ça, et là-dessus, c'est vrai qu'on peut pas prendre la moyenne d'efficacité générale pour dire il est bon partout, parce qu'en fait, non, sur les situations de création, il est pas très performant, et en effet, là, je suis en train de voir sur isolation, il est à 0,73 points par possession. 0,73 sur isolation, c'est un score très 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 mauvais, dans le 20e centile, donc à peine mieux que 20% des joueurs NBA. Donc effectivement, ouais, tu fais bien de faire cette séparation entre finalement les tirs de création et les tirs de finition, quoi. C'est aussi tout le profil de Towns, qui d'ailleurs, tu vois, je pense que beaucoup de monde l'attendent, comme tu dis, lui reproche d'être au large et de pas aller au poste bas, lui reproche de pas être créateur, de pas être go-to guy. Voilà, Towns, c'est quelqu'un qui est à 70% de paniers assistés. C'est quand même assez énorme, et on est sur un profil vraiment très typé finition, à part quelques possessions où il va régulièrement, ou en tout cas quelques fois, essayer de créer par lui-même, comme tu dis. Mais globalement, 70% de paniers qui sont assistés, qui surviennent sur une passe décisive créée par autrui, c'est un total assez énorme, quoi. Et je pense qu'il faut pas penser, il faut pas imaginer que Towns, il a le jeu d'un Jokic, ou même la distribution, le profil, le type de difficulté de tir, de création de ce genre de pivot un peu créateur. Non, en fait, Towns, c'est un finisseur d'élite, qui du coup, c'est ça aussi peut-être que tu voulais dire, c'est que il est très bon dans sa finition, mais on peut pas lui... Du coup, il y a un petit malus, entre guillemets, il peut pas avoir un profil aussi valuable que justement quelqu'un qui va être un créateur. Non, c'est exactement ça. En fait, j'ai l'impression qu'on lui demande potentiellement de faire trop de choses, donc de trop créer, alors qu'il aurait probablement besoin de plus de systèmes, de plus de mouvements de balle. Je sais pas si c'est du coup sa faute, entre guillemets, parce que il y a une succession de coachs, donc il y a quand même pas mal de gens qui ont essayé de faire, mais j'ai pas vraiment vu de variation dans ce qu'on lui demandait de faire, en fait. Mais tu penses pas que lui aussi il veut faire ça? Et je me demande si c'est lui qui s'entête dans ce registre-là et qui fait comprendre à ses coachs que c'est ça qu'il veut faire et c'est comme ça qu'il veut jouer, et donc par son statut dans la franchise, on lui accorde ça.
mais je reste persuadé qu'il serait d'autant plus efficace au global si on lui dessinait plus de choses, si on le faisait plus travailler et si on l'exploitait plus comme c'est même pas, on va peut-être même pas parler en termes d'options en fait, mais dans le terme de registre qu'on lui demande de moins créer et de plus et qu'on crée plus pour lui. Oui. Je vais peut-être faire bondir certains, mais de jouer comme un Porzingis en fait. Un profil beaucoup plus sobre peut-être, je ne sais pas. J'entends, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Ouais, quoique même Porzingis aussi, il a un peu plus de velléité offensive. Mais par contre, un endroit où on peut pas blâmer une mauvaise conception de son jeu ou une mauvaise vision, c'est le côté défensif où là, c'est vrai que ça cale depuis quelques années, mine de rien, quoi. Oui, ça a même jamais vraiment décollé. Ça a toujours été compliqué. Ce qui est bizarre aussi, parce qu'il a quand même des qualités athlétiques certaines, et en même temps, il est un petit peu pâteau peut-être. C'est aussi pour ça que je me pose la question de sa capacité à défendre sur le poste 4, qui est son nouveau poste. Ouais. Et puis et il faut quand même aussi avouer que le QI défensif, par contre, est pas du tout au rendez-vous. Pas du tout au rendez-vous. Là où, par exemple, offensivement, il y a une vraie efficacité au tir, donc il y a quand même une bonne vision du tir, une bonne sélection de tir en général, et surtout, je refais le parallèle, mais la vision de la passe est plutôt bonne, parce qu'il est capable de faire des très belles passes dans le jeu, donc de bien sentir le jeu. Donc c'est qu'il y a quand même un QI basket qui est très élevé dans certains registres offensifs. Par contre, défensivement, je le trouve très souvent un peu perdu. On a réussi un peu à le couvrir avant l'arrivée de Gobert, avec d'autres systèmes défensifs. Là, sur ce qu'on a revu cette année, c'était de nouveau un peu compliqué. Mais dès qu'il faut défendre sur le pick and roll, etc., c'est quand même plus compliqué. Alors que quand on défendait en drop, on le faisait monter très agressif sur le porteur de balle, sur les pick and roll, et ça marchait mieux dans un effort un peu collectif. Par contre, s'il se retrouve un peu isolé ou ciblé, c'est vite plus compliqué, quoi. Oui, effectivement. Après, tu vois, ça reste un échantillon minuscule, mais j'ai regardé l'équipe, enfin les performances de l'équipe quand il y a à la fois Gobert et Towns sur le terrain. On est, en termes de net rating, on est nul au niveau 0, donc ni positif ni négatif, donc c'est pas très bien en général. Ouais. On voudrait que ça soit quand même beaucoup plus positif, mais par contre, le bon point, c'est que l'attaque, ça cale un peu, mais par contre, la défense, ça tient. On peut mettre, tu vois, 108 de defensive rating quand les deux sont sur le terrain, avec les pincettes qu'il faut prendre, parce que c'est à peine 500 minutes, et donc c'est pas énorme comme échantillon, bien sûr. Mais je me dis que l'attaque, elle peut largement être améliorée avec Anthony Edwards qui continue de progresser, les ajouts qui ont été faits de Mike Conley, etc. Voilà, ça peut arriver à être plutôt pas mal. Et au final, je comprends les doutes et je suis assez d'accord, mais j'aimerais bien voir au moins une année complète, on va dire, de défense avec Gobert et Towns, quoi. Totalement. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a quand même McDaniels à côté, en poste 3, donc tu as quand même un Towns qui va se retrouver entouré de 2 défenseurs élites, parce que bon, Gobert, quoi qu'on en dise, et qu'importe la saison qui vient de passer, ça reste un top défenseur NBA. Et Jaden McDaniels c'est déjà un défenseur élite. Donc en fait, avec une très belle mobilité en plus pour McDaniels, il est très grand, il a priori grandi encore cet été. Donc ça peut lui permettre sans problème d'aller défendre sur des postes 4 aussi. Donc je suis quand même assez curieux de voir comment on peut. Edwards et défensivement, il a montré qu'il était plus que capable, et pas que sur des séquences, de faire des matchs entiers très sérieux en défense. Conley, même s'il est vieillissant, ça reste quand même un joueur avec un QI défensif extrêmement élevé, donc et un général aussi. Donc j'ai quand même hâte de voir si on arrive un peu à dissimuler, à aider Kat à mieux défendre, sans trop lui en demander du coup en termes de tactique en fait, parce que c'est pas son truc très clairement. Donc en fait, il faut qu'il puisse exécuter en défense des tâches les plus simples possibles, et qu'il soit bien entouré, ce qui peut quand même globalement être le cas. Donc ça, j'ai clairement hâte de voir. Oui, et c'est vrai que si Towns était un peu le joueur du 5 avec le plus petit QI défensif de ton 5, c'est bien, parce que Gobert, McDaniels, Anthony Edwards, il peut faire des trucs aussi, Kyle Anderson, Mike Conley, enfin bref, il y a peut-être de quoi aider à le compenser en un sens, on va dire.
Clairement. Et donc, si on se projette dans le classement, comment est-ce qu'on s'en dépatouille de ça? Quelle zone on va viser? Ouais, c'est là que c'est plus tendu. Quelle zone on va viser? Alors, encore une fois, c'est peut-être lui je sais pas pour toi, mais ce qui est plus dur à classer en fait à cause des blessures quoi. Mais c'est dur, c'est très très dur. Bon, allez, on va dire, c'est quoi le nom où tu penses qu'il faut pas aller plus bas que ça? Tu vois le nom dans la liste, tu dis non, lui quand même pas. Je pense qu'il serait, pour moi là, il serait autour de la 30. Il serait peut-être avec Kyle Anderson quoi. Ouais, j'étais pareil. Il serait peut-être entre Marcus Smart et Kyle Anderson. Mais il peut aller plus haut, hein. Il peut aller plus haut. Très clairement, il peut aller plus haut. Mais à date, moi, c'était plutôt là que je le voyais, quoi. Oui, j'étais exactement un peu là-dessus. Je me disais, Anunoby McCollum, j'ai pas envie de descendre plus bas sur la fourchette basse. Et après, c'est vrai que pour monter plus haut, j'aimerais bien monter plus haut. Mais tu vois, quand tu montes, tu dis, ah mais ouais, mais lui, il a la défense intérieure, alors que Towns, il a pas. Lui, il a la création offensive, alors que Towns l'a pas autant. Donc ça me va si on reste par là, on peut le coller à Kyle Anderson, hein, effectivement, qui est 34e. Ça me va aussi, ouais, ça me va aussi. Le plus haut, tu vois que je le mettrais vraiment le plus haut actuellement. Ah, remarque, c'est compliqué en fait, ça. C'est compliqué. Moi, le plus haut, j'irais quand même au-dessus de Miles Turner, sur une pondération positive, on va dire. Mais... Ouais, c'est ça. En fait, au-dessus, il y a juste Klay Thompson où j'ai un petit doute, tu vois, comme ça. Parce qu'à Horford, DeAndre Ayton, non, parce qu'il y a une production qui est trop importante pour Ayton et il y a une défense qui est trop précieuse pour Horford. C'est juste Klay où après sa saison était bonne quand même, mais j'ai un peu plus de mal sur le Klay récent. Alors bon, c'est un joueur fabuleux, hein, mais c'est tout. Mais sinon, en effet, 30, enfin derrière Ayton, c'est peut-être le max en fait, en effet. Ouais, en termes de fourchette haute. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec le 34, ça me semble adapté. Ok, ça marche. Mettons-le là, mettons-le en italique avec une astérisque en disant que 30 matchs dans la saison, et on espère que l'an prochain on pourra le classer dans le marbre et un peu plus haut, peut-être. Bah, j'espère. On garde espoir. En tout cas, il a l'air plutôt en forme avec la République dominicaine. Donc, toucher du bois que ça continue, quoi. Ou alors l'an prochain, je recevrai quelqu'un de chez Blazers France pendant que vous aurez l'herbe. C'est pas impossible non plus. C'est alors impossible, je pense pas, mais je pense qu'il le garderait pas. Par contre, je sais pas, mais je me dis que dans une reconstruction, mais qu'est-ce qu'on en tire aujourd'hui de Towns? On en parlait en off. Je suis pas certain que ce soit le moment, quoi. Oui, on est d'accord, effectivement. Petit quiz pour finir alors. Nous sommes on est en tout début de saison. Petit quiz pour se rappeler des actions marquantes de la saison. Nous sommes le 26 octobre 2022 et c'est une passe par-dessus la tête de Towns avec style et panache, on va dire, pour Rudy Gobert. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette passe contre les Spurs, une passe par-dessus la tête assez spectaculaire pour Gobert? Tout début de saison, Anthony Edwards. Oui. D'Angelo Russell. Oui, tout à fait. Kevin McDaniels. Oui, tout à fait, oui. Kyle Anderson. Kyle Anderson n'est pas sur le terrain. Il joue. Ah non, il a peut-être déjà des problèmes de dos à ce moment-là. Qui on a à ce moment-là? Cela dit, t'as déjà les 5, hein, puisque j'ai les 5, ça cité, oui. J'ai cité Towns et Gobert, donc ça fait 5. Et après notre banc, Naz Reid. Non, et de l'autre côté, c'est pour les Spurs. Qui est sur le terrain? Waouh, les Spurs, c'est plus chaud. Devin Vassell, est-ce qu'il est déjà... Non, Vassell, non. Trey Jones. Oui, Trey Jones est là. Trey Jones est là. C'est impossible, hein. C'est le quiz difficile du jour. Est-ce que Zach Collins serait là? Non, c'est pas possible. Non, pas encore. En pivot, on a quelqu'un, si je te dis Christophe Maé, ça te parle ou pas? Il a une chanson comme ça sur lui. Ah, mais non, mais c'est la maison, c'est Gorgui. Eh ben oui, exactement, passé par chez vous, Gorgui Dieng. Exactement. Oui, j'y pensais, Gorgui Dieng, incroyable. C'est Gorgui Dieng, effectivement. J'ai la rêve, du coup. Qu'est-ce qu'on a? Wow, Trey Jones, Gorgui Dieng, ok. On a un ancien de chez vous aussi, un ancien ailier. Est-ce qu'on a Keldon Johnson? Non, mais un ailier je crois qu'il a été drafté par Minnesota, mais ailier poste 3-4. Ah, mais oui. Ah non, est-ce qu'il n'est pas de Denver juste avant? Peut-être, mais c'est un nom composé en tout cas. Oui, c'est Keita Bates-Diop.
Exactement, Keita Bates Diop. Alors ça, je pense que t'es un des seuls de la syllabe qui aurait pu le trouver. Ouais, Jérémy Laura la ref, puisqu'on l'avait pris de Denver à un moment donné, il y a quelques années. Waouh, et il m'en manque un du coup chez les Spurs. Il t'en manque deux. Il y a Trey Jones, Dieng, Keita Bates Diop. Alors il y en a un, il est trouvable. L'autre, ça va être compliqué. Celui qui est trouvable, c'est, tu vois, Kyle Korver. McDermott. Exactement. Oui. Exactement. C'est bon, je l'avais. Ok. Qui est passé par la même fac de Creighton. C'était marrant. Waouh, et le dernier, non, j'ai pas du tout. Ça veut dire que c'est sur le poste 3. C'est un intérieur qui est passé par OKC juste avant, mais je pense que ça ne te parlera pas. Wow, non, c'était. Est-ce que je peux faire un jeu de mots? Non, j'arrive pas. Non, c'était Isaiah Roby. Ouf, oh non, impossible. Voilà. Ah non, impossible. Enfin, je connais, oui, je vois le nom maintenant, mais je savais même pas qu'il était chez les Spurs cette année. Wow. Voilà, qui est sur le terrain au moment de cette passe lobée par-dessus la tête pour Gobert. Au niveau Spurs, on a Trey Jones, Gorgui Dieng, McDermott, Keita Bates Diop et Isaiah Roby. Ouais. C'est du beau monde et c'est pour ça qu'ils ont Victor Wembanyama aujourd'hui. Waouh. C'est un peu ça l'idée. Bah alors enchaînons, si tu veux bien, on peut aller sur John Collins. Je sais qu'on a tous les deux pas mal de choses à dire sur John Collins. Il y a pas mal de choses, ouais. 30 minutes de jeu par match pour John Collins en moyenne cette saison 2023, 71 matchs, 102 de true shooting plus 2% par rapport à la moyenne, sur un usage de 17%, donc volume de responsabilité assez modeste cette année pour John Collins. C'est vrai qu'on est sur une saison décevante à la fois pour Atlanta et à la fois pour Collins, et d'ailleurs c'est pour ça sans doute qu'il a été un peu échangé à la fin, quoi. Ouais, a priori, en plus, beaucoup de considérations financières aussi pour ce trade-là. Il n'y a pas beaucoup de valeur en face, faut le dire. Donc c'est un peu, j'ai l'impression qu'ils s'en sont un peu débarrassés. Alors je pense pas je sais pas s'ils s'en sont débarrassés vraiment sportivement, parce que je lisais, c'était quand même clairement un problème de cap aussi, parce que John Collins, c'est quand même un salaire important. Après, je reste convaincu aussi que sa contribution, elle est claire, mais à quel point elle est valuable et pour quel genre de franchise, à quelle étape de ta construction. Et pourquoi elle t'intéresse moins, son apport et sa production? Ouais, j'ai l'impression que je sais ce que j'ai, mais que ça me suffit pas forcément selon le rôle qu'il a besoin d'avoir pour avoir cette contribution-là. Je m'explique, c'est pour moi, John Collins, c'est un joueur qui est un bon joueur NBA, évidemment, voire même un très bon joueur NBA, c'est pas un problème. Mais c'est pour un ailier, enfin pour un forward, on va dire, poste 3-4, moderne, il n'a pas deux éléments qui sont à mon sens fondamentaux pour avoir une vraie contribution offensive déjà dans un premier temps, c'est la création de tirs et la fiabilité à 3 points. Il n'est pas élite, voire même pas du tout dans ces deux domaines-là. Alors à 3 points, il a eu des saisons à 35-37% de ce que je me suis replongé un peu dans ces saisons, donc il a été plus fiable que ça. Cette saison, c'est 29%. Ouais. Donc c'est pas du tout un bon pourcentage, surtout que c'est sur plus de 3 tentatives et sa sélection en plus, si tu regardes sa sélection, on est quasiment équivalent en volume de tirs pris sur la saison entre le panier, toutes les zones entre le panier et les 3 points et derrière la ligne. Donc la répartition, quant à ce pourcentage-là, elle est pas folle. Donc l'efficacité forcément du coup est pas au rendez-vous. Et du coup, pareil, c'est quelqu'un qui a besoin énormément des autres pour scorer. Tu vois, on parlait de Towns tout à l'heure qui avait 70% de paniers assistés. John Collins, c'est 82%. Ouais. Donc en fait, il a besoin de pick and roll. Alors oui, quand il est rollman, il est 69e percentile scoreur et il est 70e en cut. Donc oui, c'est un joueur qui, quand le ballon tourne et quand il y a du mouvement et qu'il y a un bon meneur, alors c'est le cas avec Trae Young, qui est largement capable de scorer, qui est capable de perforer une défense, mais qui a vraiment besoin de compter sur les autres pour pouvoir scorer. Pour un ailier moderne, à qui tu vas donner du coup quoi, une
première, deuxième, troisième option. Qu'est-ce que tu fais en fait de cette production-là? C'est là que c'est compliqué, quoi. Effectivement, je pense que c'est un poste 4 vraiment très particulier parce qu'il a le jeu d'un intérieur, mais il n'a pas totalement enfin, il aurait plutôt les mensurations pour être un grand ailier, comme tu dis, et on aurait préféré qu'il soit ailier, mais avec un jeu d'ailier, mais sauf qu'il n'a pas totalement ce jeu d'ailier de technique dans le périmètre, de shoot, de pull-up, de passing, balle en main, etc. Et donc c'est vrai que je pense que lui, sa saison décevante, je me demande à quel point. Je pense qu'il y a deux facteurs. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je pense qu'il y a un peu, d'une part, le retour de Clint Capella, qui est revenu bien en forme et donc qui a dû prendre aussi pas mal de ses possessions de pick and roll, sur lequel Collins brillait aussi, et le moins de ballons pour Trae Young, parce que du coup, il y a aussi pas mal de ballons qui sont allés avec Dejounte Murray, mais c'est pas le même type de joueur sur pick and roll, c'est pas le même type de passeur sur pick and roll. Et donc, quand tu combines les deux, un Capella qui redevient une bonne cible, bien en forme et tout, et de l'autre côté, Trae Young, le partenaire idéal avec Collins qui a moins de ballons. C'est vrai que du coup, il y a une perte de vitesse là-dessus. Hein. T'as parlé de 82% de ses paniers sont assistés, donc on est vraiment sur ce type de role player, de finition. Et le fait est que voilà, ces fameuses finitions, il y en a beaucoup moins que l'an dernier. Il est passé de 2,7 possessions sur roll, donc sur pick and roll en tant que finisseur, 2,7 à 1,5 cette année. Donc ça a quand même bien shooté, et même en efficacité, il est passé de premier de NBA l'an dernier à enfin quasiment premier, on va dire, à cette année plutôt autour de la 25e 30e place parmi ceux qui l'utilisent plutôt fréquemment. Donc je pense que ce qui faisait le mieux dans son jeu, et notamment l'an dernier, aujourd'hui il le fait un peu moins bien peut-être. 100% d'accord. 100% d'accord. Et du coup, c'est ça qui me le fait descendre, en fait, dans mon classement et qui va me rendre la tâche difficile pour le mettre très haut, en fait, dans le classement général, parce que, en fait, il va être très productif. Et ce qui est marrant, c'est paradoxal parce qu'il est quand même assez moderne. Il colle quand même à l'ailier moderne par plusieurs aspects. Il est très fort au cercle, très athlétique, très long. Il est quand même, il faut quand même souligner les progrès défensifs au fil des années. Et c'est quand même devenu un défenseur qui est relativement fiable dans le périmètre, qui est capable de défendre à l'extérieur, qui est pas si mauvais que ça à l'intérieur non plus. Donc c'est quand même, en fait, il est assez complet, mais là où il n'est pas élite, c'est crucial pour un ailier aussi, un 3-4, comme tu disais, là où, en fait, vu ses mensurations et vu ses qualités athlétiques, t'aimerais le voir un peu plus créer son propre tir. Je voyais sur B-Ball Index, là, ses stats un peu avancées sur la création. En fait, il est à la rue dans toutes les types de shoot en termes de création. En fait, il est 118e en création de 3 points. Il est 132e quand il faut créer ses shoots au cercle, alors que c'est un excellent finisseur au cercle. C'est ça qui est hyper dommage, en fait. Donc, il est 92e sur la création de tir globale. Donc, en fait, quand tu es un aussi fort finisseur au cercle, mais tu peux pas te créer tes lignes de drive, quand tu es aussi mauvais à la création de ton tir à 3 points, mais que t'en prends quand même plus de 3 par match avec un très mauvais pourcentage de réussite, tout ça, en fait, ça joue forcément énormément sur ton efficacité et sur ta contribution hors d'un contexte, comme tu le dis, qui était idéal pour lui, avec un Trae Young un peu héliocentrique, où tous les ballons passent par lui, c'est lui qui distribue et qui en plus crée un spacing de dingue, et donc forcément des lignes de cut plus simples pour John Collins, des situations de pick and roll, etc. Là, dans un cadre où tu as un arrière, un meneur arrière avec Dejounte Murray qui est assez dominant aussi, balle en main, qui va aller au cercle, etc., tu as moins de place pour lui. Donc en fait, ça veut dire aussi que dans une équipe qui a des ambitions, c'est quoi la place de John Collins? Oui, c'est un profil vraiment très 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 atypique. Et la difficulté, c'est pas le talent pur, parce qu'effectivement on est sur un vrai talent qui peut faire pas mal de choses sur un terrain. Et pour moi, la difficulté, c'est qu'on a offensivement quelqu'un qui a le jeu d'un 4, mais qui défensivement a le profil d'un 3. C'est vrai. C'est un peu ça le problème. C'est la mobilité, comme tu disais, qui est plutôt pas mal. Mais sauf que du coup, si tu le fais jouer en défense en 3, mais en attaque, il peut pas, comme tu dis, il peut pas se créer son drive lui-même balle en main. Il n'y a pas de passing de création balle en main. Il a pas le jeu d'un 3, il a pas le jeu d'un ailier. Donc, tu es obligé de l'utiliser entre guillemets en 4, en posant des écrans et en l'envoyant sur orbite, sur pick and roll ou ce genre de choses. Donc, là où c'est difficile, c'est que dans ce genre avec ce profil, en fait, si tu dois le faire jouer pas comme un intérieur défensif,
bah, tu as besoin que quelqu'un à côté de lui puisse défendre le panier, et notamment ton poste 5, voire même un ailier en plus qui doit être plutôt pas mal dans ce genre défensif, et qui par contre en plus doit être quelqu'un qui peut apporter du spacing pour que lui, qui en défense est un allié, repasse comme l'intérieur et puisse profiter d'un spacing. Et c'est pour ça que notamment ça marche pas hyper bien avec Capella, parce que Capella apporte la défense mais pas le spacing, donc ça colle pas trop, ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est toute la difficulté de ce profil qui a des requis un peu différents des deux côtés du terrain, et voilà, aujourd'hui c'est un peu moins rare, on va dire, le profil de un poste 5 qui peut défendre le panier et de l'autre côté en attaque apporter du spacing. C'est plus une rareté absolue, mais ça court pas non plus les rues totalement, quoi. Donc il y a un peu ce truc là, quoi. Ouais, il lui faut à mon avis, ouais, il lui faut vraiment un 5 assez précis. En fait, tu t'aimerais que ce soit Aaron Gordon, finalement, de John Collins. En fait, avec le temps, tu vois, enfin, j'ai l'impression, là où Aaron Gordon a su devenir et a eu le contexte en plus d'équipe pour devenir efficace derrière l'arc, excellent défenseur et garder cette capacité à mettre une pression sur le cercle aussi. C'est le poste 4 idéal aujourd'hui, en fait. Aaron Gordon, enfin, moi j'ai l'impression, sa valeur elle est incroyable, tu vois, sa contribution elle est incroyable sur ce poste-là. Et du coup, John Collins, je suis 100% d'accord, c'est comme il est un peu à cheval sur le poste 3 et 4, mais c'est pas qu'il est capable de faire correctement les deux, c'est que en étant sur le terrain, il y a un côté du terrain où il est sur un poste et un côté où il est sur l'autre. C'est là que c'est compliqué du coup de lui donner une place qui soit valuable pour ton collectif et qui soit pas trop gênante dans ta masse salariale, parce que c'est quand même un salaire imposant, etc., etc. Donc c'est pour ça que moi c'est compliqué, c'est compliqué. Oui, puis tu parles d'Aaron Gordon, mais je pense que Aaron Gordon a montré un peu plus de création, alors pas de la création pure, mais punir des mismatchs ou des choses comme ça. Là, Collins, on est vraiment sur quelqu'un qui, on l'a dit, un 82% de panier assisté, c'est quand même énormissime. Et même, tu vois, on serait prêt à faire des compromis, presque, et à lui chercher des profils à côté à mettre idéalement, mais il n'y a pas de passing non plus. Et ça, c'est dommage, quoi, parce que si on n'a qu'un finisseur un peu undersize, enfin, en fait, il perd un peu sur un peu trop de tableaux pour moi. C'est un peu ça le problème, c'est que il y a de la finition verticale, mais il n'y a pas de passing en mouvement, il n'y a pas de passing tout court. Il y a le shoot, malheureusement pour lui, il y en a un peu, mais sans doute qu'on l'a un peu trop fait forcer cette année parce que ça manquait de spacing à Atlanta. Et voilà, il fait, comme tu as dit tout à l'heure, il fait sa plus mauvaise année à 29% à 3 points. Donc ça fait quand même pas mal de points un peu négatifs qui, encore une fois, sont plutôt des questions de profil et de fit. Et de qu'est-ce que tu peux apporter de valuable plus que de talent, parce que le talent, encore une fois, il l'a, hein, même à la fac il était capable de faire du post-up, etc. Donc le talent, je pense qu'il l'a, mais tiens, d'ailleurs, autre stat que j'avais noté défensivement, les chiffres de défensif autour du panier sont un peu catastrophiques quand il est sur le terrain en termes de fréquence et d'efficacité. Donc clairement, on rejoint cette idée de c'est pas un intérieur défensif, en fait, il va falloir un contexte particulier pour le mettre en lumière, en fait. Non, c'est clairement un extérieur défensivement. Il défend côté faible du panier. Il est capable de faire un peu du close-out parce qu'il a les qualités athlétiques, défend dans le périmètre. Et surtout, il dit switch partout. Il défend sur le pick and roll. Je regardais aussi quand il défend le rollman, c'est le 76e percentile. Donc c'est dans la classe haute, moyenne haute, on va dire NBA. Donc voilà, parce qu'il a une mobilité latérale, etc. Mais après, est-ce que avec les années, tu vois, pour moi, pour qu'il monte plus haut, enfin, on n'a pas encore donné un classement, mais pour qu'il soit vraiment hyper valuable, il faudrait qu'il y ait vraiment un upgrade défensif fort et qu'il retrouve une efficacité à 3 points. Voilà. Là, déjà, tu peux déjà commencer. S'il devient, par exemple, élite défensivement, même si c'est que extérieur, et que ça reste correct et que ça devient correct, on va dire, à l'intérieur grâce à sa verticalité, s'il retrouve une fiabilité à 3 points où il passe aux 37-38%, bon, et qu'il reste aussi fort à la finition intérieure et sur pick and roll, bon, ben là, tu peux commencer déjà à avoir une troisième option d'une équipe sérieuse, peut-être. Oui. Une équipe qui a des vraies ambitions, grosses ambitions. Sachant que ça, c'est nos espoirs pour... c'est une bouteille à la mer, mais malheureusement pour lui, on juge 2023. Et donc, alors, sauf si t'as des choses à rajouter, tu me dis, mais sinon, au niveau classement... Non, c'est vraiment, voilà. J'ai l'impression, en fait, je peux pas être dur avec lui, parce que, comme tu disais, il a du talent. Mais voilà, je mettais un peu l'idéal que
j'espère pour lui d'une certaine manière, parce que il y a une vraie base en fait, et c'est dommage en fait qu'il y ait ces limites fondamentales là en fait, et donc voilà, s'il y avait un peu de progression, ça pourrait être mieux. Et du coup, en classement global, en fait, je sais pas toi, mais j'ai un peu les talons Jeremy Grant, d'une certaine manière. Ouais. J'ai un peu cet étalon-là, et en fait, j'ai du mal à le mettre. Et je me suis posé la question versus Jeremy Grant et versus Clint Capella, pour des raisons différentes du coup. Un qui joue à côté de lui, et un qui a un profil poste 4, athlétique, avec quelques similarités. J'étais un peu dans ces eaux-là. Donc Jeremy Grant 47e, autour de Grant Williams, autour de Jaden McDaniels, justement, de Quentin Grimes. J'avoue que j'étais plus bas moi. C'est pour ça que moi je crois que je l'avais 5e de ma QV. Moi je l'avais autour de Kyle Kuzma, mais c'était peut-être un peu bas en effet. Kyle Kuzma qui est tout en bas. Je vois ça, mais en fait je me demande. En fait c'est plus que dans cette zone-là, j'ai du mal à le voir au-dessus de Jeremy Grant, très clairement. Ça c'est sûr. Et en fait, je peux le voir en dessus de Grimes, de Westbrook et peut-être de Hunter. Mais peut-être pas de Murray et Simons, en fait. C'est plus là que tu vois que ça se joue pour moi. C'est que du coup, c'est dans cette zone-là, si je le mets en 48, il sera trop pour certains joueurs qui sont en-dessus de lui. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais par rapport à Murray et Simons, tu dis il peut pas dépasser Murray et Simons alors? Tu vois pas. J'ai pas de mal à le mettre en dessous, en fait. Parce que... Ok. Ouais. Je mettrais peut-être en vrai, en fait, 53, moi ça me choquerait pas. Et bah ouais, limite avec Bogdanovic, du coup, de la même équipe. Ouais. Bah, tu regardes, il y a pas mal de Hawks là dans ce. On a Bogdanovic, on a Hunter, on a. Il y a Capella pas si loin. Moi, le truc, en fait, c'est que je pense qu'il y a une certaine valeur avec être un finisseur comme ça. En plus, un finisseur efficace. Il est plus efficace que la moyenne. Donc, il a des forces très fortes, le rôle sur pick and roll. Mais je pense qu'il y a un côté donc positif en attaque d'une certaine manière. Mais à quel point est-ce que la défense tire pas aussi vers le bas, voire même emmène une valeur presque négative parfois, quoi. C'est là-dessus où, tu vois, moi, même limite pas avec des Dorian Finney-Smith et Royce O'Neal, je me pose la question, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, ils ont été très très peu efficaces cette année, donc c'est vrai qu'on peut plutôt le coller à Bogdanovic, alors, ouais, en effet. En fait, c'est juste que pour moi, là où c'est un poil biaisé pour John Collins, c'est encore une fois, j'essaye de pas être trop dur avec lui parce que c'est quand même un fort joueur, et c'est dur de voir son nom aussi bas finalement, parce qu'il est quand même là depuis quelques années et il produit. C'est qu'en fait, t'attends pas forcément aussi la même chose de par le salaire d'un Royce O'Neal, d'un Dorian Finney-Smith que d'un John Collins. Et du coup, ça le dessert forcément. Non, mais le point de repère Bogdanovic, Ox, ça me va. On peut le mettre là. Vas-y, ça me va aussi. Mais je pense que je vais continuer à demander des avis sur John Collins parce qu'effectivement, le cas est pas facile. Donc, on recoupera les avis parce que là, on est un peu embêté, effectivement. Effectivement. Ça fait bizarre quand même de le voir en bas, aussi bas. Ouais. Ça fait drôle. Bon, après, il va aller avec Will Hardy, il va redevenir hyper valuable en attaque et tout. Il va nous faire une saison de feu à Utah, c'est à peu près sûr avec Will Hardy. On va voir. On y croit. On va voir. Du coup, quiz pour finir, et t'inquiète pas, il est plus facile, celui-ci. Ouais, pas dit, parce que ma carte Wolves, elle est passée quand même. Nous sommes le 5 novembre 2022. C'est un tir clutch à 3 points de John Collins, justement. Clutch à 3 points contre les Pelicans, en overtime d'ailleurs, donc vraiment très clutch. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce tir très clutch? Bon, on va commencer par les Hawks avec les plus simples, c'est pas qu'ils étaient là, parce que j'ai l'impression de voir l'action, mais j'en suis pas certain. Donc, bon, Trae Young. Oui. Dejounte Murray, du coup. Oui. Capella. Oui. Et qui était le dernier chez les Hawks? Est-ce que c'était DeAndre Hunter? Oui, tout à fait. Okay, le classique. Ouais, il était assez simple. Ok, les Hawks, ça va, c'est pas d'absent. Et côté Pels, bon, déjà, on va jouer la carte Zion. Il était là, il était pas là. Il n'était pas là. Ok. Il était sur Internet. Alors, attends, côté Pels, Brandon Ingram, est-ce qu'il était là aussi? Oui, il est là. Ok. CJ McCollum? Oui, il est là. Herb Jones? Oui, Herb Jones est là. Le 5, c'est Valanciunas.
Non, pas sur le terrain. Le 5, il a un papa qui était NBR aussi. Là, ouais, j'allais dire Larry Nance Jr. Oui, c'est ça. Ah, ok. Il t'en manque plus qu'un. Si je te dis l'armée américaine, ça te dit ou pas? Pas du tout. Les soldats américains, on les appelle les US. Navy? Non. Ouais, certains, oui. Comment je peux te faire deviner sinon? Si je te dis Eminem, alors? Attends. Indice déjà utilisé. Ah, Marshall? Eminem. Exactement, et donc? Non, mais pourquoi je l'ai pas? Attends. Bah non, je l'ai pas. C'était Najee Marshall. Ouf, wow. Ah ouais, non. Ah non, je t'aurais pas sorti celui-là. Utilisé pour une possession défensive, Najee Marshall est sur le terrain. Ah non, impossible. Oui, c'est les US Marshall, je crois, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Bah oui, non, mais oui, carrément. Avançons sur Emmanuel Quickley, si tu veux bien. 29 minutes de jeu par match en moyenne pour Quickley, 81 matchs, 100 de true shooting plus, donc pile au niveau moyen de NBA, et 21% d'usage, donc usage assez relativement modeste là aussi. On peut dire tout de même que ça a été la saison de la révélation pour Quickley 2 ans après sa draft. Bah carrément. C'est le joueur que je connaissais le moins, on va dire, des 5 du jour. Où je m'étais j'avais le moins suivi son évolution, on va dire. Donc j'étais resté sur un joueur qui était uniquement un scoreur, un shooter, voilà, qui balle en main, qui allait créer pour lui en sortie de banc et dynamiter un match très clairement. J'étais resté un petit peu sur ça. Et du coup, bah en fait, assez surpris en me replongeant dans sa saison de voir un peu quelques stats avancées, de voir des gros progrès en défense. Et de voir que même si la création pour les autres reste somme toute limitée, on a quand même un playmaker qui est devenu average, j'ai l'impression, en NBA, et qui est doublé quand même d'un très bon créateur pour lui-même. Qui a des armes offensives au tir qui restent très très bonnes. Il a un très bon flotteur. C'est plutôt un bon finisseur à l'intérieur. Voilà, il a son meilleur true shooting en carrière. Bon, c'est une carrière qui est encore assez courte. Ça reste 56%, c'est pas hyper élevé. Mais bon, c'est une saison qui est surprenante de Quickley. Les Knicks ont été bons cette année. Il était clairement pour quelque chose. Plus ses associations, elles sont pas mal. Il a quand même pas mal de fois closé les matchs quand il jouait à 3 avec Brunson et parfois même avec Josh Hart. Donc finalement, il a l'air d'être assez intégrable dans pas mal de configurations chez les Knicks et toujours être une menace balle en main. Donc ça reste quand même assez intéressant, je trouve, comme contribution. Effectivement, quand t'as dit il était utilisé à 3, je l'imaginais avec le maillot de Lestac, mais c'est peut-être pas ça dont tu voulais dire. Non, mais blague à part, je dis ça exprès parce qu'effectivement, ce qui est intéressant dans son profil, c'est comme tu dis, une certaine polyvalence d'utilisation, où ça peut être dans certains cas le mec qui a la balle et qui est un peu créateur ou / agitateur peut-être, on peut le formuler comme ça, mais aussi à d'autres moments être un peu plus sur du jeu off-ball ou vraiment juste le mec qui apporte le spacing et qui peut jouer à côté d'autres porteurs de balles. Donc ça c'est assez intéressant, et ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il y a pas mal de potentiel sur drive, et pas que du potentiel, on est déjà plutôt pas mal. D'ailleurs, il est au niveau de la finition sur drive, 1,23 points par tir sur des tirs en fin de drive. Et bref, en gros, hein, sur des drivers à plus de 8 drives par match comme lui en 2023, il est se classer 19e sur 79 à l'efficacité. 19 sur 79, donc plutôt le très très haut du classement en termes de productivité sur drive. Et c'est vrai que pour le coup, c'est quelqu'un qui va pas tout le temps arriver à aller jusqu'au panier. Peut-être qu'il est encore un peu fin, encore un peu jeune, je sais pas, mais comme tu dis, il maîtrise quand même pas mal ce côté, même si je vais pas complètement déposer le ballon au niveau de l'arceau, j'ai un floater game un jeu sur flotteur, pardon, pour le dire en français, à quelques mètres de l'arceau qui est plutôt efficace. Bah carrément, et du coup, c'est l'impression quand même que le fait d'être une menace un peu partout offensivement, il est capable de shooter d'un peu partout, il est capable d'attaquer une ligne de drive, du coup ça le rend dangereux à peu près dans n'importe quelle zone, et donc ça lui permet
d'avoir du progrès à la création un petit peu pour les autres, d'avoir un meilleur playmaking cette saison-là. L'arrivée de Josh Hart aussi lui permet d'avoir un peu plus d'espace. Donc c'est assez ouais, c'est clairement ce que tu disais, c'est cette polyvalence là qui est intéressante. Et puis il a pas mal joué les fins de match, donc ça montre aussi quand même que si tu mets ce genre de profil là, c'est que tu estimes qu'ils ont un potentiel menaçant pour l'adversaire sur une fin de game, et en même temps parce que son niveau défensif est devenu suffisamment important pour qu'en fin de match, justement, il te pénalise pas. Ce qui est pas forcément toujours le cas pour un sixième homme comme ça, hyper explosif, dynamiteur, un peu foufou, entre guillemets, qui va peut-être juste être là pour dynamiter une défense et faire sauter les lignes. Mais là, dans son cas, de l'autre côté du terrain, dans ces situations-là, il te pénalise pas du tout. Donc, bien au contraire, les Knicks, la défense collective des Knicks, elle a son meilleur, je sais, alors j'ai plus la stat, je l'ai vu, mais je l'ai pas noté, je t'avoue. Et je crois qu'ils ont leur meilleur defensive rating ou le deuxième meilleur defensive rating quand Quickley est sur le terrain. Et donc sur un échantillon qui est quand même élevé parce qu'il a quand même un temps de jeu important en étant sixième homme, quoi. Oui. Non, mais ce qui est clair, c'est que comme tu dis, comparé à pas mal de punchers en sortie de banc, lui, il est tout de même un peu plus viable défensivement. Je pense que c'est un assez gros avantage, et d'ailleurs il ne jouerait pas si c'était pas le cas avec Thibodeau. À noter tout de même que je pensais qu'il aurait plus d'impact en playoff, honnêtement, mais encore je sais pas à quel point est-ce que on peut vraiment le mettre totalement à son discrédit, ou alors c'est justement un peu les lubies de Thibodeau, mais bon, de facto il a moins joué, donc on a peut-être ce mini bémol à prendre en compte tout de même, de facto. Moins joué et moins efficace aussi, hein. Il était moins efficace, moins régulier aussi. Après, c'est pas le joueur le plus régulier qui soit, donc forcément, ça sur une série, ça peut le desservir, j'ai l'impression. Oui. Et comment tu juges son passing, du coup? Est-ce que pour toi, on est plus sur justement simplement le Jamal Crawford des mauvais jours qui va être un peu l'agitateur scoreur, ou alors est-ce qu'on a un vrai playmaker intéressant? Je pense qu'il l'est pas encore. Je sais pas s'il va le devenir, mais je pense qu'il peut le devenir parce qu'il a l'air câblé au niveau du cerveau. C'est un sacré bosseur. Et il a quand même bien fait évoluer son jeu quand il a. Du coup, c'est marrant parce que c'est exactement ce que tu dis. Je suis retombé sur un peu des interviews de lui aussi où il dit clairement justement que Thibodeau, il a vite compris que s'il passait pas un step défensivement, il allait se retrouver à la cave assez rapidement. Donc il a l'air d'être quand même assez intelligent pour comprendre les aspects du jeu sur lesquels bosser. Et je trouve que du coup, sur le playmaking, il y a du mieux. Alors c'est pas élite du tout, c'est average au mieux. Mais du coup, par sa polyvalence offensive en termes de création pour lui-même, ça peut, comme je disais tout à l'heure, lui permettre d'avoir des opportunités de passe et donc d'être un playmaker. Ça sera, à mon avis, jamais un playmaker élite. Je peux me tromper évidemment, mais je pense qu'il peut être positif sur ce registre-là. C'est pas juste le poulet sans tête, quoi. Je suis assez d'accord. Après, c'est un peu tôt encore, hein. Mais non, je trouve, c'est pas du tout ce que. En fait, c'est ce qu'il m'aurait évoqué il y a 2 ans, hein, quand il arrive en NBA, peut-être un peu à tort d'ailleurs, mais en tout cas cette saison clairement pas. J'ai pas envie de le qualifier de poulet sans tête, quoi. Oui, d'accord. C'est pas le Bones Island des mauvais jours, quoi, par exemple. Ouais, non, clairement pas, non. Non, le Jordan Clarkson des mauvais jours, tu vois, voire même des bons jours. Par exemple aussi, ouais. Effectivement. Mais non, je suis assez d'accord, et c'est là-dessus où je trouve que le profil est très intéressant, et même, on l'a pas dit, mais enfin si, on l'a un peu dit, le côté peut jouer off-ball à côté d'autres porteurs de balles. Il est à 39% sur les catch and shoot, donc c'est quand même plutôt pas mal, 37% au général à 3 points. Il prend assez peu de longs tirs à 2 points. En fait, lui, carrément, il les prend à 3 points, les pull-ups. C'est assez marrant. Et là-dessus, bon, il est encore au niveau moyen de NBA, hein, 34% sur les pull-ups à 3 points. Pourquoi est-ce que, on dit quand même pas mal de choses positives, pourquoi est-ce qu'il n'est que au niveau moyen de NBA, au niveau du throw shooting, au niveau de l'efficacité au scoring? Parce que comme on dit, il s'arrête beaucoup à la short mi-distance. Il va pas beaucoup chercher beaucoup plus de points encore plus rentables au panier. Les lancers francs, il est dans la moyenne, pile dans la moyenne, mais pas beaucoup plus de points bonus de ce côté-là. Voilà, il y a encore pas mal de choses à gratter, je pense, mais même en l'état, je pense qu'on a quand même un joueur assez intéressant avec ce côté créateur offensif secondaire, relativement polyvalent, bon shooter, et qui en plus, comme tu disais, défensivement est assez intéressant en plus. Donc
voilà, au niveau du passing, c'est vrai qu'on va pas être sur un ultra créatif, mais du coup, il y a les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire que si on compare à un Jordan Poole, par exemple, qui est plus créateur, mais aussi plus perte de balles, lui, on est plus dans le côté simplement les basiques à la passe, de drive and kick et de pick and roll. Donc moins de passes, mais aussi moins de perte de balles. Donc c'est aussi un équilibre. Ouais, c'est ça. Donc ça aussi, c'est intéressant, je trouve. Clairement, c'est ce qu'on lui demande chez les Knicks, et c'est ce qui me fait demander. Alors, les fans des Knicks, je veux pas vous l'enlever, même si la question va se poser, hein, parce qu'il va falloir le payer, Emmanuel Quickley. Il y a déjà un salarié cap assez élevé, donc ils se sont déjà un peu posé la question. Bon, là, ça parle de prolongation au mois de septembre, donc à voir ce qu'ils vont faire avec lui. Non, mais t'as déjà pris Shake Milton à Minnesota, t'as pas besoin de Quickley, toi. Alors, mais même, en fait, tu vois, non, mais je me demande vraiment si c'est pas un mec qui peut, sur une équipe, même si les Knicks là font les playoffs et font des bons playoffs l'année dernière, sur une équipe qui vise encore plus haut, est-ce que c'est pas vraiment un joueur qui peut être ultra intéressant en sortie de banc? Après, lui, par contre, a l'air de, tu vois, je sais que les Sixers, par exemple, il y a eu je sais plus si c'était des vraies rumeurs ou si c'était simplement un article que j'avais lu il y a quelques semaines qui disait ça pourrait être une bonne idée pour les Sixers. Ben je comprends pourquoi, en fait, avec Quickley. Ça me fait pas bondir du tout. Et par contre, lui a l'air d'avoir des volontés aussi d'être dans un 5 majeur. Donc il a l'air d'avoir de l'ambition. Là, par contre, pour moi, en fait, c'est ça la question qu'il faut peut-être se poser dès cette saison-là, quand on parle de Quickley et de ce qu'on envisage pour lui dans son avenir NBA à court ou moyen terme. C'est est-ce que Emmanuel Quickley, c'est un 6e homme avec cette très bonne contribution, ou est-ce que c'est un titulaire 3e voire 2e option? Et j'ai plus de mal à donner une réponse, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire, même si je pense qu'il y a actuellement son clone ou son double en NBA qui est titulaire dans une équipe NBA, mais je ne vais pas révéler le nom, on passe directement au classement puisqu'on va en parler, je pense. Où est-ce que toi tu l'imaginerais? Attends, qui est son clone? Attends, il faudra que je... Alors il a joué avec lui à la fac. Oh là, alors moi les facs là il joue aux Sixers. Tu l'as déjà classé? Oui, il est 38e. 38e, ouais. Ok. Ok, ouais, intéressant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Tyrese Maxey, pardon, pour ceux qui... oui, Tyrese Maxey, oui. Et du coup, tu me disais, donc, au niveau du classement. Au niveau du classement... Est-ce qu'il serait pas là, en fait, mais en dessous? Ça me va, ouais. Ça me va. Parce qu'effectivement, Maxey a de facto, Tyrese Maxey, le même profil, mais en un peu meilleur pour moi, et avec en plus un plus gros statut et temps de jeu, donc ça peut être la fourchette haute, en effet. Pour moi, par contre, c'est la fourchette très haute, et la fourchette très basse, elle serait en dessous de Grant Williams. Ça fait une fourchette un peu élevée, mais parce que j'aime beaucoup Grant Williams. Je trouve quand même que cette saison, c'était un peu plus difficile pour lui, mais c'est quand même une contribution assez folle, quoi. Pour moi, cette fourchette, elle est là, tu vois. Pour lui, c'est 10 places là, à peu près, et il va être là-dedans, quoi. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais... Ouais, ça me va. Après, je me demande si du coup, Maxey est pas un peu haut, un chouïa, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que moi, je trouve leur profil très, très, très similaire. Mais tu vois, en termes de fourchette basse, du coup, donc tu parles de Grant Williams qui est 46. Autour de un peu après, il y a Quentin Grimes. Pour toi, comment tu fais un peu le duel entre Grimes et Quickley? J'ai cru comprendre que tu étais un peu moins chaud sur Grimes. Un petit peu moins chaud, parce que je trouve quand même que le rôle de Quickley est plus important. Ouais. Je trouve qu'il est plus primordial à la réussite des Knicks cette saison que ce que l'a été Grimes, qui est un très bon role player. J'ai l'impression que Quickley est quand même un peu plus essentiel, on va dire. C'est vrai que c'est un peu le duel Quickley, on va dire plus création pure, création frontale offensive, alors que Grimes c'est plus côté role player génial, quoi, avec défense, le mec qui va faire le connecteur, ouais c'est ça, couteau suisse. En effet, oui, on peut le faire atterrir par là, du coup. Mais ça te dérangerait pas qu'il y ait 10 places d'écart avec Maxey, par exemple? Un peu plus, ouais, quoique, un peu plus d'XP pour... En fait, Maxey, il y a eu quand même mais Quickley, il a eu des grosses soirées aussi, hein. Quickley, il commence à avoir un beau petit palmarès, en fait, de soirées
soirées un peu folles. Mais Maxi, il a quand même eu des coups de chaud. En fait, Maxi, il a une saison un peu plus difficile, quoi. Mais avant celle-là, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment donné où on était tous très très chauds sur Tyrese Maxey. Tu vois, sur sa, je sais plus si c'est sa deuxième saison ou à un moment donné on est haut sur lui, quoi. Enfin, je me souviens vraiment qu'on était tous assez convaincus. Non, mais mettons Quickley là. Mettons Quickley là, et peut-être que soit Maxey est trop haut, soit l'an prochain, Quickley va monter. C'est possible. Mais moi, je pense que si on voit bien Maxey, il faut bien voir Quickley. Il y a vraiment pas mal de similarités. Tu miserais je sais pas comme ça, mais si tu miserais sur lequel dans 2 ou 3 ans, tu vois, en termes de progression et de travail sur les points faibles et amélioration des points forts, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que Quickley a peut-être un plus gros potentiel en un sens, notamment un peu plus au niveau de la taille, au niveau de trucs comme ça, mais peut-être Maxey plus de probabilité d'atteindre son potentiel maximum. Je sais pas si. Ok, ouais, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, aucun des deux n'a ce potentiel évident ou probable de première option d'équipe. Pour moi, on est plus sur des côtés créateurs secondaires, quoi. Alors, de très bonne équipe, mais plutôt créateurs secondaires. Mais ok, mettons-le là alors, si on le met entre Grant Williams et Quentin Grimes alors, vers Jeremy Grant, mais est-ce que Jeremy Grant va pas bouger comme on en parle depuis le début de la saison? J'ai l'impression que plus les épisodes passent, et moins c'est bon pour lui, j'ai l'impression. Ouais, mais tu vois, ça me va de le mettre aussi derrière des 3&D un peu d'élite, genre KCP, McDaniels, Barnes. D'avoir Quickley un peu en dessous, ça me va, parce qu'il a pas encore un rôle énorme, donc... j'aime bien, moi, ces profils, donc je suis d'accord avec toi. Parce que j'ai exactement les noms que tu viens de citer, même, c'est ça, Barnes, KCP, McDaniels, Grant Williams, ce quatuor-là, je l'aime bien. C'est des joueurs qui ont montré clairement leur contribution et leur valeur ces dernières saisons, donc... Et puis devant, Anthony Simmons, du coup, de facto. Mais ça, je pense qu'il y a un petit côté défensif. on verra ça d'ici quelques années. Ouais. Clairement. Ok, bien, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 5 mars 2023. C'est un flotteur clutch, d'ailleurs, puisqu'on parlait de flotteur. Un flotteur clutch contre les Boston Celtics en overtime pour égaliser le match. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce flotteur clutch sur un match d'ailleurs à 38 points de Quickley que les Knicks vont gagner en double overtime grâce à Quickley? Ouais, j'ai revu le résumé de ce match en préparant l'émission. Mais alors, j'ai absolument pas vu qui était sur le terrain. Du coup, bref, alors, ce côté Knicks, on va faire les plus évidents. Jalen Brunson. Non, pas sur le terrain, du coup. C'est pour ça qu'il y a Quickley. Il était sorti pour faute. Peut-être, ouais. Il me semble l'avoir lu. Julius Randle. Oui. Ok. RJ Barrett. Oui, tout à fait. Mitchell Robinson, s'il n'était pas blessé. Oui. Ok. Quentin Grimes, du coup. Non, pas Grimes. Ok. Et du coup, un ailier. Un ailier qui a du cœur. Littéralement, il a du cœur. Hartenstein. Enlève le Einstein. Oui, Josh Hart, je suis bête. Josh Hart. Oui, Hartenstein en plus, ailier, pas du tout. Et oui, Josh Hart, oui, carrément. Ok. Et du coup, côté Boston, on va partir de Jaylen Brown. Oui. Jason Tatum. Oui. Alors Ford. Oui. Est-ce qu'on avait oh putain, j'ai plus son nom, meneur, défenseur, Spurs. Oh. Non. Oh, j'ai un trou énorme. Ok, non. Pas Derrick White, non. Derrick White, merci. Non. Donc on est en mars. Est-ce qu'on a Marcus Smart? Oui, tout à fait. Ok. Donc attends, j'ai Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, alors Ford, il m'en manque. Et il te manque la fourchette basse. La fourchette basse. T'as dit Quickley, on peut pas le classer au-dessus ou en dessous au niveau de. Grant Williams, du coup. Exactement, Grant Williams. Qui a pas beaucoup joué cette saison, donc du coup, surtout en playoff en fait, donc j'avais un petit doute. Ok. Avançons, partons sur Zubac d'ailleurs. On n'a pas encore fait Zubac, 28 minutes de jeu par match pour Zubac, 76 matchs
également pour le pivot des Clippers, 114 de true shooting plus, donc très très efficace, plus 14% par rapport à la moyenne qui est à 100. Sur un usage de 15% à peine, évidemment très modeste. C'est vrai qu'on est sur un solide pivot titulaire NBA, mais la question c'est à quel point est-ce qu'on est plus haut que la moyenne ou pas d'ailleurs. Bah c'est ça. C'est en fait en me préparant, en fait j'ai pas changé de ressenti sur Zubac, ce qui a pu être le cas, tu vois, sur Quickly par exemple. J'ai pas changé de ressenti avant de préparer l'émission et après. Et donc c'est en fait c'est un joueur fiable pour moi. C'est si tu résumes déjà avant de rentrer dans le détail, en fait si tu conclus déjà, c'est pour moi c'est un joueur fiable. Tu sais ce qu'il va apporter, mais et du coup, est-ce que vraiment ça te met des étoiles dans les yeux? Je suis pas sûr non plus. Voilà. Mais ça reste un joueur qui est très propre, qui a beaucoup de qualité, qui est rarement élite, malheureusement. Alors bon, c'est 11e rebondeur de la ligue. C'est top 10 au pourcentage de rebond si tu prends les joueurs qui ont joué plus de 30 matchs et qui jouent plus de 20 minutes par match. Oui. Donc, voilà, tu sais ce qui t'apporte, une présence importante dans la raquette, c'est massif, c'est 2 mètres 13, c'est un bon gabarit, c'est une belle longueur, belle envergure, qui est relativement mobile, qui a un bon footwork offensivement, donc c'est un joueur qui a plein de qualités, qui au poste bas, il a un feeling assez naturel pour trouver le panier. Il a le 7e meilleur pourcentage au tir de la ligue. Alors bon, forcément, bah, il s'écarte jamais, hein. Donc, quand t'es toujours sous le panier, t'as un pourcentage plus élevé. Mais bon, il a quand même des aptitudes assez naturelles de ce côté-là. Tu disais sur l'efficacité, bah, il est top 20, pareil. Encore une fois, je prends les joueurs à plus de 30 matchs et plus de 20 minutes de moyenne. Il est top 20 en efficacité. Il y a du contre. Mais bon, et forcément, pareil, c'est la 15e moyenne de contre, c'est 1,3 contre par match. Mais quand tu fais 2 mètres 13 et que t'es pivot, ça veut pas dire que t'es le défenseur de l'année. Donc en fait, c'est ça, quoi. Pour moi, Ivica Zubac, c'est un joueur qui est fiable, qui est solide, c'est régulier, il produit. Tu sais qu'il va produire, mais c'est un peu tout, en fait, entre guillemets. C'est déjà très bien, mais c'est un peu tout. Bah, disons que le verre à moitié plein, ce serait de dire il est extrêmement polyvalent et il touche à tout. Le verre à moitié vide, une autre formulation, ce serait de dire bah, finalement c'est le joueur un peu moyen par excellence, et moyen pas avec connotation négative, hein. Vraiment le joueur dans la moyenne de NBA. C'est ça. Un peu bon partout, compétent partout, mais génial nulle part. Et je pense vraiment qu'on est sur la moyenne du pivot, c'est peut-être lui en un sens, mais ce qui peut aussi avoir une certaine valeur, parce que il y a aussi des gens dont on a parlé dans le classement ou dont on va parler qui, par exemple, sont pas dans la moyenne au niveau de la défense intérieure et qui, du coup, ça, c'est pas très valuable, quoi. C'est ça. Donc, ça a aussi ses avantages de ce côté-là de vraiment peut toucher à tout et peut être plutôt bon partout, même si génial nulle part. Quoique, génial, je sais pas, mais en tout cas, il est comme tu as dit, hyper bonne efficacité. Alors qu'il n'a pas du tout le profil d'un catch and finisher, un peu explosif, qui d'habitude c'est un peu ce genre de profil hyper bondissant, des intérieurs rim runners qui vont chercher ce genre d'efficacité. Lui, il n'a pas tant que ça ce profil-là physique, et pourtant il est extrêmement efficace. Bah non, athlétiquement, il y a rien de fou. C'est un peu pâteau. Il a un côté un peu, j'exagère un peu, mais il a un côté un peu ballerine des fois, tu sais, avec le ballon, selon comment il finit dos au cercle, ça peut être, mais sans être extraordinaire techniquement non plus. En fait, c'est ça, il fait beaucoup de choses bien, et il fait pas grand chose très mal, et il fait pas grand chose non plus de manière élite. Mais pourtant, tu vois, il est mauvais au lancer franc. Sur la ligne, c'est pas bon. Ouais. Sur la ligne, c'est pas bon du tout. Et après, il y a un très gros manque de polyvalence parce que il s'écarte pas du tout, quoi. Que ce soit dans le périmètre, à l'extérieur, il y a pas du tout ce jeu-là. Donc bon. Pas de spacing, tu veux dire, ouais. Ah, zéro spacing. Ouais. Donc en fait, et d'ailleurs, tu vois, est-ce que c'est uniquement dû à la volonté de Tyronn Lue? Est-ce que c'est dû à l'effectif ou est-ce que c'est dû à l'ère dans laquelle on est à NBA? Mais il est peu utilisé dans les closing line-up, donc pour finir les matchs côté Clippers. Toujours préféré le small ball. Alors parfois ça les a desservis, mais finalement Zubac, c'est pas. En fait, même dans ces situations-là, c'est un peu pareil. C'est un joueur sur lequel tu vas t'appuyer pendant
pendant tout le match, pendant la saison régulière, pour produire, pour contribuer. Mais quand tu dois gagner un match ou quand tu dois gagner en playoff, c'est un peu plus compliqué. Après, il prend 10 millions par an, tu vois. On a tendance aussi à souvent mettre dans la colonne du négatif le trop gros salaire de certains joueurs et on les pénalise pour ça. Bah lui, il prend 10 millions. Donc bon. J'étais en train de regarder le nombre de 3 points de Ben Simmons. Effectivement, même Ben Simmons a pris 33 3 points en carrière alors que Zubac est à peine à 12. Pourquoi s'infliger ça, Guillaume? Non, parce que je croyais que justement Ben Simmons ce serait moins et donc je pourrais faire la blague il apporte plus de spacing que Ben Simmons. Mais non, mais alors sérieusement, pardon, blague à part. Effectivement, si tu combines ces longs tirs à 2 points et ces 3 points, c'est 1% de son répertoire. Et encore, je pense que... Non, mais c'est littéralement 1%, donc au niveau des chiffres, donc la répartition des tirs. Donc effectivement, on est que sur de la finition intérieure, mais tu vois, je trouve que ce qu'il n'a pas totalement en côté bondissant et explosif, etc., il le compense, t'en as parlé, avec la taille et les longs bras, et puis un petit côté toucher de balle et bonne technique aussi. Les bons appuis, la bonne manière de tirer, etc. Donc là-dessus, c'est un positif, cette efficacité pour moi. Et de manière plus générale, offensivement, il n'y a pas du tout de jeu dans le périmètre, mais je trouve il a de plutôt bons instincts de passeur sur certains dribble and off ou des choses comme ça. Alors, c'est pas fou, mais c'est déjà un peu plus que ne peuvent faire certains intérieurs, justement un peu le profil rim runner. Et il y a des petites touches de post-up par-ci par-là que, encore une fois, certains profils ne peuvent pas faire. On peut le reprocher parfois à Gobert ou des gens comme ça. Lui, ça va pas être la folie, mais quand il faut, parfois, quand il y a un petit mismatch à attaquer au post bas, il peut le faire. Donc c'est des petits bonus, on va dire. Mais c'est vrai qu'après, tu as parlé du salaire. Et là où c'est intéressant, c'est qu'encore une fois, 10 millions par an, ça peut paraître beaucoup. Moi, j'avoue que quelqu'un qui n'est pas génial, mais est un moyen, voire même moyen plus en termes de défense, notamment défense intérieure, ok, ça dépasse pas la moyenne, mais comme c'est un rôle tellement important, pour moi, finalement, ça a un certain impact, en fait. 100% d'accord. Et en fait, c'est vraiment le joueur où j'ai le plus de ressenti, de scrupules, on va dire, plutôt, à ne pas le mettre plus haut, en fait, et de l'avoir mis 5e dans mon classement, parce que j'ai privilégié un peu le talent, mais je m'en veux presque de l'avoir fait. Notamment, tu vois, là, en discutant. Alors oui, comme tu vois, tu parlais justement des mismatchs, il est soit dépendant de cette capacité-là de l'équipe à lui créer un peu de mismatch, ou même à la limite de pas lui créer forcément volontairement entre guillemets, mais qu'elle se crée aussi naturellement par les forts joueurs qui est à côté de lui. Mais du coup, c'est un joueur qui, oui, est très dépendant de sa match-up, il est capable de très grosses soirées selon qui il est en face de lui. Mais donc, ouais, pour moi, par rapport à ce qu'on attend de lui, en fait, comme tu dis, je préfère avoir une valeur sûre. Je sais que je vais avoir cette contribution-là, qui est moyenne plus, du coup, on peut le dire. Avec à ce salaire-là, ça me choque pas du tout. Ça me choque pas du tout. Et après, c'est cliché, mais oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est un joueur européen, donc il y a les fondamentaux. Totalement d'accord avec toi sur la partie implication dans le jeu. C'est pas une valeur négative. C'est jamais une valeur négative quand le ballon doit circuler. Si ça passe par lui, il y a peu de chances qu'il en fasse quelque chose de vraiment néfaste. Donc franchement, moi j'aime bien ce joueur. Ce qui est marrant, c'est même au niveau des chiffres défensifs, c'est vraiment, il est dans la moyenne un peu partout, quoi. Il pas mal de chiffres défensifs. En fait, il est partout dans la moyenne, mais non, pas exactement partout, parce qu'il y a justement un domaine où il est un peu élite. Je crois que tu l'as évoqué, c'est le rebond, en fait. Là-dessus, et notamment le rayonnement au rebond, donc pas seulement ses prises personnelles au rebond, mais l'impact qu'il a et les performances de l'équipe lorsqu'il est sur le terrain en termes de rebond. Donc parfois, il fait le box-out, mais c'est pas lui qui a le rebond, je veux dire, mais au niveau de l'équipe, ça se mesure. Et tu vois, depuis 2019, sauf une année, il est tout le temps au-dessus du 90e centile, quasiment, en termes de rebond défensif. Ah, mais tu vois, j'avais pas regardé, ça, c'est intéressant, ça. Ouais, c'est vraiment un truc où pour le coup, il est élite. Bon, ça reste un peu gadget, hein. Je pense que à choisir, il aurait mieux valu être élite en protection du panier ou en ce genre de choses, mais ça reste un élément important, elle est non négligeable en tout cas, non négligeable je pense, où voilà, encore une fois, depuis 2019, il est toujours 90e centile ou plus. Là, cette année, il est 91e centile. Quand il est sur le terrain, les équipes ne prennent que 24% des rebonds sur demi-terrain. Donc, il y a cet aspect-là, mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi, si on fait la transition vers le classement, il y a un côté où il n'est pas tout le temps utilisé. Il est titulaire, ok,
Mais comme tu dis, il y a certains match-ups, certaines fins de match où son manque de polyvalence, de mobilité ou de spacing peuvent aussi le pénaliser en fait. Clairement. Après, je reste quand même convaincu qu'il est bien aux Clippers, mais qu'il y a pas mal de franchises ambitieuses avec déjà des objectifs qui pourraient avoir besoin d'un Zubac. Ouais, je pense à Dallas en premier, comme ça. Pour moi, c'est un profil qui leur servirait pas mal, justement pour ce que tu disais, pour ses capacités au rebond et à bonifier le rebond collectif. Ça, c'est hyper intéressant. Et il y a certaines franchises qui en auraient potentiellement besoin pour créer des secondes chances, etc. C'est quand même un profil qui, je pense, peut être. Parce que les Clippers, il y a quand même ce prisme. Tu vois, tu parles de fin de match et de playoff. Il est quand même aussi dans une équipe qui a une vraie volonté absolue en fait de jouer small ball aussi. Ouais. Est-ce que dans d'autres franchises avec des ambitions en playoff, il serait pas un peu plus utilisé? Donc en fait, du coup, la vraie question, c'est est-ce que c'est lui qui ne peut pas être utilisé ou pas trop utilisé dans ces situations-là, ou est-ce que c'est parce qu'il est aux Clippers qu'il ne l'est pas tant que ça? Est-ce que c'est son profil qui fait ça, ou est-ce que c'est la franchise dans laquelle il est? Ça, j'ai pas trop la réponse. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais je pense que c'est un peu des deux pour le coup, mais disons que si vraiment il avait été transcendant, les Clippers se poseraient pas la question forcément du small ball en fait. C'est vrai. Voilà, si vraiment t'avais genre si t'as Gobert ou t'as un mec comme ça, tu dis bon, j'aimerais bien être un small ball, mais en même temps t'as un truc tellement bon que tu le fais avec. Donc je pense qu'il est suffisamment moyen en certains sens pour que parfois tu préfères certaines configurations. Mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je comprends. Et niveau classement alors, où est-ce qu'on l'imagine? Super dur, mais en fait ça m'embête de le mettre bas, quoi. Mais il va être bas si je suis la logique depuis tout à l'heure. Tiens, par exemple, par rapport à un Jakob Poeltl ou un Mitchell Robinson. C'était un peu mes fourchettes hautes pour moi. C'était un peu ça, ouais, en effet. Est-ce que vraiment, Jakob Poeltl, il a été bien cette saison, hein. Je trouve que Poeltl est quand même un peu plus au-dessus de la moyenne en défense, notamment, tu vois. Ouais, et puis même offensivement, il est capable de, ouais. C'est pour ça que je me posais un peu la question là-dessus, même Mitchell Robinson enfin surtout Capella en fait, tu vois. Capella, ce qui m'embête, c'est que je pense que défensivement on est quand même mieux, mais Capella il joue pas tant que ça. Bon, tu me diras c'est 26 minutes par rapport à 28, mais je sais pas. Capella aussi, je le mettais tout de même au-dessus de Zubac. Donc moi, ma fourchette haute c'était là entre Capella et le groupe de 3&D, ou sinon un peu plus en bas et du coup un peu collé à Quickley vers Grant Williams. Bah ouais, j'allais te dire la même chose. Je suis pas choqué si on le met devant le groupe de 3&D. Après, c'est une question juste de préférence de profil. Mais en vrai, j'étais en train de me dire que je le mettais pas en dessous de Jerami Grant. Je suis désolé pour Jerami Grant et pour les fans de Portland. Mais en fait, pareil, encore une fois, si je raisonne en global, hein, je prends en compte ce que j'attends du joueur, la contribution qui suit et le salaire qui va avec. Si je fais un package un peu global, je préfère peut-être avoir Ivica Zubac et faire d'autres choses à côté, du coup. On peut le mettre là, du coup au-dessus de Grant Williams et du coup pas loin de Quickley. Moi ça me va très bien, ou alors devant le groupe de 4. Honnêtement, je te suis sur ta préférence. Les deux me choquent pas du tout. Les deux me vont très bien. Si toi tu l'avais plus haut dans ton classement du jour. Moi il était 3e, donc effectivement, moi il était là déjà. Mais je sais pas, est-ce que tu préfères la défense intérieure de niveau moyen ou d'élite au niveau 3&D de type Caldwell Pope ou McDaniels? C'est toute la question. Je sais pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, si tu peux switcher un peu partout, c'est quand même pas dégueu, quoi. Ouais, allez, on peut peut-être pénaliser le côté manque de c'est qu'un 5, quoi. Polyvalence, ouais. C'est qu'un 5. C'est pas un 4-5, quoi. Ok, mettons-le là alors. Mettons-le là. Et donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 21 novembre 2022. C'est un poster dunk sur quelqu'un qui aurait dû être rookie de l'année. Est-ce que ça te parle, ça? Oh là, qui aurait dû être rookie de cette année? Oui. C'est contre le Jazz, hein, contre Walker Kessler. Ouais. Un poster dunk sur Walker Kessler.
Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Alors les Clippers, bah déjà les deux stars, mais les deux grands absents aussi souvent, Paul George et Kawhi. Paul George, oui. Kawhi, non. Ok, logique. Clippers, est-ce qu'on a un Maurice? Non. On a une ancienne star en tant que meneur. Ah bah on a Russell, ouais, Westbrook. Non. L'autre. Ah, Nous sommes en novembre, donc il n'était pas là, Westbrook. ah ben non, oui, non. Westbrook est pas Donc encore c'est un là. ancien de Washington, tout cela Bah dit. oui, aussi. il jouait, John Wall, il jouait? Oui, c'est lui qui fait la passe, ouais. Waouh, ah, il était sur le terrain, waouh, incroyable. Ok, John Wall. On a de l'ailier ancien de Charlotte, qu'on connaît bien, Nico? en France. Oui, tout à fait, Nico Batum. Ok, Nico Batum. Paul George, Nico Batum, John Wall, Ivica Zubac. Donc il nous manque. Est-ce que Nico il jouait 4 et du coup il nous manque un extérieur ou est-ce qu'il y a un arrière? Non, un arrière, plutôt arrière, ancien de Toronto, champion NBA avec Toronto. Eh oui, je l'ai, mais je l'ai pas. Mince. Passé par les Blazers. Eh oui. Ah, qui a fait Norman Powell. Exactement, tout à fait. Norman Powell. Que je confonds toujours avec. J'ai plus le nom aussi. Avec Dwight Powell. Non, il y a un poste similaire là, mais bref. Bon. Et côté Jazz, waouh. Côté Jazz, donc Walker Kessler forcément. Ouais. Lauri Markkanen. Pas sur le terrain, non. Aïe. Coup dur. Coup dur. Et alors attends, parce que on est à quelle date tu me dis? On est le 21 novembre 2022. Donc on est avant la deadline. Donc on a potentiellement du Malik Beasley. Pas sur le terrain, mais ou du Jared Vanderbilt du coup. Pas non plus sur le terrain. On a le backcourt, c'est deux anciens qui sont passés par Cleveland, notamment. Jordan Clarkson. Oui, tout à fait. Et l'autre, drafté par Cleveland. Non, je l'ai pas là. Là, je l'ai pas. C'est dans le transfert de Donovan Mitchell. Oui, tout à fait. Son prénom, c'est le nom d'un poisson. Ça te dit rien, ça? Quand on va le retrouver, ça. Le Colin. Ça te dit rien, le Colin? Colin Sexton. Waouh. Colin Sexton, ouais. Ah, là, on parle tu aurais dû parler d'efficacité là. Colin Sexton, ok. Ensuite, on en a un, c'est un ailier, un ancien, tu vois, en parlant d'efficacité, un ancien ailier qui aimait bien mettre des points, mais pas hyper efficace. Rudy Gay. Memphis, oui, tout à fait, Ouais. Memphis, Toronto, et donc Utah. Et le dernier, c'est un joueur, si tu lui mets un bandeau, ça ressemble à Paul Pierce. Est-ce que ça te parle, cette référence? Non, pas du tout. Non, ça, c'est pour se moquer de Hazard. Non, le dernier, c'est un ancien des Lakers qui a des bras immenses, qui a un nom double aussi. C'est le frère de PJ Tucker. Ah, Horton Tucker. Exactement. Ok. Talen Horton Tucker. Talen Horton Tucker. Tu savais pas que Hazard, il dit que il ressemble à Paul Pierce parce qu'il met un bandeau au même endroit sur le bras? Attends, mais du coup, il faudra que je regarde la tête d'Horton Tucker. Ah non, mais attends, je vais la regarder, je suis bête. Ah non, mais il parlait dans le jeu. Hein. Il met les mêmes pull-ups quand il met le bandeau sur le bras. Ok. C'est de l'analyse de haut niveau, effectivement. Ouais, j'irai en reparler après, là, sur le cul. Bref, et donc le dernier joueur du jour, allant sur la cerise sur le gâteau, Shai Gilgeous-Alexander, notre gros joueur, 35 minutes de jeu par match, 68 matchs, 108 de true shooting plus 8% par rapport à la moyenne donc, sur 33% d'usage, assez énorme aussi. On continue en fait de progresser encore d'année en année, au point que cette année il a carrément été All-NBA First Team. Ouais, il a été monstrueux. Franchement, je voyais un peu les comparos. La saison, elle est incroyable, quoi. 31, 5, 6, presque 2 steals et un contre en plus. Il joue 68 matchs, donc bon, il fait toute la saison. OKC, finalement, est un peu plus haut que là où on les attendait. En fait, là où c'est assez fort ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé vraiment là où sont ses points forts, quoi. Offensivement, il a pas forcé à 3, il est à 35%, donc c'est honnête plus, mais sur un volume qui est très raisonnable. Donc en fait, il a vraiment forcé sur là où il est extrêmement fort, donc il est allé au cercle, quoi.
Il a été hyper agressif toute la saison. Il est allé sur la ligne. Toute la saison avec 91% au lancer, quatrième au scoring. Il a fait 45 matchs à plus de 30 points. Enfin, c'est fou, quoi. Sa saison offensivement, elle est folle. Il a eu la sélection de tir, elle est bien meilleure que par le passé. Ça c'est très subjectif, mais je trouve que c'est quand même assez beau à avoir joué aussi. Enfin voilà, il prend 12% seulement de ses tirs à 3 points. Donc en fait, il a une approche de son jeu, encore une fois, je trouve qui est hyper intelligente. Il sait là où il peut taper fort. C'est un mini Giannis en fait. Ah, je vois l'idée. Non mais c'est fou, quoi. En drive, il est intenable. Le drive. C'est hallucinant. Il prend presque 30% de ses tirs dans la restricted area, sous le cercle. C'est fou. Pour un arrière, c'est quand même fou, quoi. Oui, et puis c'est le premier driver de NBA depuis 2-3 ans, je crois maintenant, à chaque fois. Ouais. Alors c'est aussi dû au Thunder, hein, qui a cette mentalité, mais en attendant, c'est aussi la tête de proue de ce projet, de ces schémas de jeu en drive, c'est que voilà, il est premier de NBA avec 23 drives par match, et même devant des Luka Doncic ou des joueurs comme ça, quoi. C'est assez énorme. Donc et même au niveau de l'efficacité, hein, donc sur les joueurs à plus de 10 drives par match, il y en a 48 des joueurs comme ça. Il est 14e sur 48, donc très très efficace en plus. Mais plus que l'efficacité, c'est le volume qui est assez monstrueux, effectivement. Ouais, puis du coup, il va tout le temps sur la ligne, quoi. C'est le 3e joueur qui va le plus. Ouais. Et il a 91% de réussite, encore une fois. Donc en fait, c'est une forme de sélection de tir. C'est une manière aussi d'aller. Et en plus, les fautes. Qu'on aime, on n'aime pas, hein, mais c'est hyper pénalisant pour l'équipe d'en face de faire des fautes. Alors du coup, il fait 60, dans 60 matchs sur les 68 qu'il joue, il va plus de 6 fois sur la ligne. Il shoot plus de 6 lancers francs. Donc en fait, c'est à chaque fois une base de scoring qui est assurée pour lui et pour le Thunder. C'est des fautes qui sont commises par les adversaires qui peuvent les mettre dans la pénalité. Enfin, du coup, c'est hyper efficace. Dans toutes les registres quasiment offensifs, il est dans les percentiles élevés sur les types de finition. ISO, il est presque 79e. Transition, 76e. Ball handler, pick and roll, 83e. Donc en fait, chaque fois qu'il porte la balle, c'est hyper efficace. Enfin, c'est fou, quoi. Oui. Et je regardais, par contre, ça, tu vois, j'avais pas cette donnée en tête, mais en 2020-2021, alors le Thunder était pas ce qu'il était aujourd'hui, mais il était, en plus, attends, je te dis peut-être même, non, il était déjà au Thunder. Oui. Il est presque 5 tentatives à 3 points par match, donc c'était beaucoup plus haut qu'aujourd'hui, et il était à 42%. Oui, mais pour moi, tu vois, c'est d'autant plus pour ça que sa saison 2023 est impressionnante, c'est que si on regarde l'efficacité générale, il a déjà fait, tu vois, cette année, il a 108 de true shooting plus, donc plus 8% par rapport à la moyenne de l'époque. Il a déjà fait 109 en 2021. Mais sauf qu'on a déjà parlé, cette année-là, elle est un peu particulière parce que l'échantillon est assez faible, il fait pas toute l'année. Il fait 35 matchs cette année. Exactement. Et en plus, échantillon biaisé aussi parce que surchauffe à 3 points. Et donc en fait, tu peux te dire, bon ben oui, il a déjà fait ce niveau d'efficacité par le passé. Et en fait, non, parce que cette année, il le fait sans la surchauffe à 3 points, qui peut parfois être un peu aléatoire, notamment en 2021. On peut revenir là-dessus, mais là, il le fait sans cette surchauffe, et parce qu'en fait, il est réellement meilleur dans le jeu, et il est assez dominant dans le jeu. On a parlé du drive, tu as parlé aussi de toutes les zones, toutes les manières d'utiliser le ballon en pick and roll, isolation et tout. Mais tu vois, il a notamment un duo, un combo de drive de haut niveau, et en plus 48% au niveau des longs tirs à 2 points. Donc il a aussi de plus en plus ce côté danger et respectabilité au niveau du pull-up un peu dans la mi-distance, ce qui d'ailleurs lui permet d'être d'autant plus dangereux sur drive, hein, cette double menace. Donc c'est un jeu assez complet, et petit à petit, tous les ans, il progresse, et là on atteint quand même un niveau assez intéressant. D'ailleurs, aussi une autre manière de montrer à quel point est-ce qu'il est important et bon, 7e plus gros volume d'utilisation de toute la NBA, 7e. Et si on prend donc parmi les gros volumes, minimum 30% d'usage, il est 5e à l'efficacité parmi les gros volumes d'utilisation. Donc énorme quantité et énorme qualité, on peut le formuler comme ça. Qui c'est qui est devant lui? Tu les as? En efficacité, je crois qu'il doit y avoir du Embiid, il doit y avoir du Lillard, il doit y avoir peut-être du Durant ou du Curry, un truc comme ça. Ok. De tête. Je crois que Jokic n'est pas à 30% d'usage, mais il est quand même plus efficace.
Oui, bah non, mais non, Jokic en efficacité, c'est indécent. Faut Oui. en parler. Faut en parler. Mais t'imagines, enfin, tu vois, du coup, je trouve que en fait, moi, c'est ça que je trouve assez fou sur Shai cette saison, c'est que quasiment tous les domaines que tu peux regarder, tu vas le mettre, tu vas trouver des noms à côté de lui qui sont du top player NBA et déjà depuis quelques années en fait. Tu le vois à côté des très très grands quoi. Mais Oui. ça c'est nouveau cette saison pour Shai. On voyait le talent, on voyait ce qu'il était capable de faire. Encore une fois sur des séquences plus ou moins régulières, enfin des périodes plus ou moins longues et plus ou moins régulières. Mais là cette année c'est une saison entière avec pour une fois un nombre de matchs important et il n'a pas été shutdown, il n'a pas dû être shutdown tôt dans la saison et il est aux côtés des mecs qui sont tout en haut quoi. Et Oui. ça c'est très très fort quoi. Oui, et puis là, on parle pas mal de chiffres de production individuelle, mais je pense que ce serait une erreur de s'arrêter là parce que son impact, à mon avis, va au-delà même de sa propre efficacité, notamment dans les schémas du Thunder qui sont donc très axés sur développer du drive et développer ce genre de drive plein centre pour créer du jeu, des drive and kick, etc. Et donc là-dessus, tu vois, si tu prends par exemple ces productions individuelles de passing, bah, il est assez peu impressionnant sur le fameux ratio de playmaking, donc à quel point est-ce qu'il fait des passes par rapport à son nombre de ballons. Parmi les gros usage, il est 21e sur 26 à ce ratio, donc plutôt pas très passeur par rapport à son usage. Mais en fait, à mon avis, ce serait une erreur de le prendre au pied de la lettre parce que il y a des fois, en fait, c'est juste lui qui va créer le décalage et il va peut-être pas faire la passe décisive techniquement parlant, mais c'est peut-être lui qui crée le décalage et 2-3 passes derrière, il y a le panier. Mais c'est quand même lui qui a créé la chose, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je trouve que c'est assez important de souligner son efficacité, mais aussi son impact et son rayonnement de par ce drive notamment. Je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un qui est un moteur d'équipe et qui crée du jeu collectivement, même si c'est pas lui qui fait tout le temps la passe in fine. Je suis 100% d'accord. Et en fait, cette année, je pense qu'il a, grâce à ça, et évidemment son leadership, mais pour moi, ça fait partie de ça. Ça fait exactement partie de ce que tu viens de dire, parce que le leadership en dehors du terrain, évidemment, mais sur le parquet, ça passe aussi par là, c'est être le moteur de ton équipe et le moteur technique et tactique de ton équipe. Et en fait, c'est ce qui fait de lui le franchise player. Tu peux lui mettre, pour moi, là, maintenant, l'étiquette en disant t'es le Thunder, c'est mon gars pour les années à venir et je construis autour de lui, c'est définitif. Ça Ouais. me paraît, je sais pas toi ce que t'en penses, c'était aussi haut que ça dans l'estime de Shai, Oui, mais oui. Hein. ça me paraît assez clair, tu vois. Pour te poser la question aussi, tout de même, au niveau de la défense, comment Hmm. tu le juges, toi? Bah, pareil, il y a des vrais progrès et encore une fois, c'est assez moteur. Je trouve que tu retrouves cette caractéristique-là aussi sur le porteur de balle parce qu'il y a des longs segments aussi, belle qualité athlétique, belle mobilité latérale. Donc il est capable forcément d'être sur le porteur de balle s'il a envie et il a souvent envie. Euh, et en fait, dans les stats, ça se retranscrit très bien. Il est tout en haut de la NBA, il est premier si on cumule les steals, les interceptions et les contres. C'est le meilleur NBA. Il est juste derrière Derrick White quand il s'agit du nombre de contres par un guard. Donc bon bah c'est élite sur son poste. Et quand il est défenseur, comment on peut traduire ça en français, primary defender quoi. Au point d'attaque, ouais, au premier rideau. Ouais, défenseur premier rideau, ben ses adversaires shootent à 46%. Donc en fait, il est à la fois surtout très bon sur l'homme, mais moteur d'une défense collective. Il est hyper actif en fait. C'est là aussi que je parle de moteur, c'est qu'il est pareil, c'est deuxième sur les déviations. Donc il a les mains en permanence, les mains et les bras actifs sur l'homme. Et finalement, parce que c'est Lou Dort, Luguentz Dort, le défenseur attitré, on va dire, du Thunder, c'est Shai qui est le deuxième en termes de difficulté de match-up au Thunder. Donc c'est à lui qu'on Oui. donne les deuxièmes match-up les plus difficiles. Donc en plus de ça, on lui met une énorme confiance en défense, alors même que c'est un mec à qui on donne 33% d'usage, avec autant de responsabilités en attaque, comme tu dis, avec une capacité motrice pour l'ensemble du collectif offensivement, et malgré ça, il arrive à être dans des très très bons standards défensivement et à pas gaspiller son énergie. Enfin, c'est pareil, c'est assez impressionnant.
il est à 1,3% de block percentage et 1,9% de steal percentage. Et en NBA 2023, si on regarde des joueurs qui ont fait ça ou plus, avec minimum 1500 minutes de jeu sur la saison, évidemment, il y a lui, il y a Tari Eason, il y a Alex Caruso. Donc en effet, on est sur un niveau de playmaker défensif de très haut niveau, quoi. C'est fou, quoi. C'est fou, on n'aurait pas dit ça, on n'aurait pas pensé ça. Il a jamais été médiocre en défense, hein, mais là, avoir autant de responsabilités en attaque, et avoir autant explosé, et en même temps avoir passé un vrai step défensif, c'est très très fort, très très fort. Après, je pense que c'est un peu comme pour le drive d'ailleurs. Je pense qu'il est aussi la tête d'affiche, mais aussi également dans l'autre sens le produit de son équipe, et notamment une défense assez agressive comme celle d'OKC. Ben oui, il a des schémas peut-être qui encouragent ce genre de choses, mais en même temps il est capable de le faire, quoi. Il y a des joueurs que tu encourages et ils sont pas capables, mais lui, avec ses instincts et ses très bonnes mains et ses très longs bras surtout, effectivement on a un vrai playmaker défensif de haut niveau, je trouve. Le reste, je pense qu'on est sur un défenseur plus positif que encore génial. On n'est pas encore à ce niveau-là, quoi. Mais au moins on est sur quelqu'un de positif, ce qui, pour le coup, sur la majorité ou d'autres noms qu'on va voir dans le classement de créateurs balle en main ou de porteurs de balle, tout le monde n'est pas à ce point positif. Et c'est vrai que lui, le côté déjà taille et longueur de bras l'aide, même quand il essaye pas non plus énormément, déjà ça aide. Et donc il y a pas les mêmes limites, quoi. C'est clair, puis surtout quand tu vois des joueurs qui ont cette production-là offensive, il n'y en a pas beaucoup qui ont une polyvalence défensive élite, quoi, qui sont élites des deux côtés. Il n'y en a pas tant que ça. T'as quelques joueurs NBA, le Kawhi, Giannis, qui ont une contribution offensive élite et qui sont des potentiels défenseurs de l'année en puissance chaque année, presque. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça. Donc en fait, Shai, ne serait-ce que par ce niveau-là défensif, ça le place pareil, encore une fois, ça le place très très haut, quoi. Et donc ça le place où, justement, dans le classement? Bah écoute, si je me remets dessus... Autour de la 30e place. Non, bah écoute, moi franchement, je le voyais... Alors, pareil, en valeur étalon, c'est pas tout à fait le même poste et le même registre, mais on n'est pas loin non plus, je trouve. J'avais Donovan Mitchell en valeur un peu étalon. Qui est 11e actuellement, ouais. Et je le mets au-dessus. Je suis d'accord. Et en fait, c'est jusqu'où il monte. Pour moi, la fourchette haute, c'est Jason Tatum. Ouais. Moi, j'avais Tatum Davis. Enfin, pour moi, les deux sont un peu égaux d'ailleurs. Mais effectivement, Tatum Davis, c'était ma fourchette haute également. Après, mais je suis un peu tenté de le faire passer devant Tatum, un tout petit peu, mais devant Tatum. Il me faudra une saison de plus comme ça en fait. Il me fait une deuxième saison comme ça avec le OKC qui passe 2 tours de playoff, tu vois. Non, mais Tatum est extrêmement fort, hein, en fait. Non, Tatum est beaucoup trop fort. Ça peut s'imaginer, mais je prendrais quand même Tatum actuellement. Ouais, non, t'as raison. Personnellement, mais après, à quel point est-ce qu'on est biaisé par on est rassuré par ce qui est, on a peur de prendre ce qui est nouveau, je ne sais pas. Mais après, la question pour moi, c'est à quel point est-ce qu'il monte par rapport à Mitchell, tu vois. Parce que moi, je le ferais bien passer potentiellement devant même des Trae Young, James Harden, voire Jaren Jackson Jr. Ça peut s'entendre aussi, parce qu'il y a un côté création offensive, il y a un côté ultra efficace et énorme temps de jeu titulaire, etc., que n'a pas forcément Jaren Jackson, peut-être. En fait, je t'avoue que je me pose une question. En fait, je suis 100% d'accord. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai envie personnellement de départager avec une petite question simple. C'est est-ce qu'il fait une meilleure saison que Mitchell? Est-ce qu'il fait une meilleure saison que Trae Young, que Harden et que Jaren Jackson? Et en fait, j'ai presque envie de dire 4 fois oui. Ouais, je suis assez d'accord. On peut le mettre là alors. On peut le mettre là. Mais est-ce que c'est le seul, tu vois? Moi, c'est comme ça d'un coup le truc qui me vient, l'argument qui me vient pour départager, mais c'est très subjectif. Du coup, pareil, tu me dis, j'ai du mal à le voir derrière Mitchell quand même, hein, honnêtement. Et même voir même que Trae Young, parce que Trae Young fait une très bonne saison, pas dans les standards de ses années précédentes, j'ai l'impression. Alors que Shai, lui, par contre, explose vraiment. Donc, oui. Ça me va de le mettre là, et tu vois, si vraiment ça avait été un passeur créatif de chapeau 1 ou 2, il serait peut-être allé titiller des Tatum, des Butler, etc. pour moi. Mais actuellement, ça me va de le mettre là. Ok, entre Anthony Davis et Jaren Jackson, je pense que ça peut être la bonne place.
Très bien. Eh bien, faisons ça et faisons un dernier petit quiz pour terminer du coup. Nous sommes le 19 décembre 2022. C'est un buzzer beater contre les Blazers. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Alors, le Thunder, ça va être dur. Lugensdort. Oui. Ils ont plein de joueurs, le Thunder. Il y a un nom de famille où il y en a 8 ou 9 dans l'équipe qui ont ce nom de famille. Oui, c'est à eux que je pense, mais genre, le pire, c'est que j'ai plus de nom de famille. C'est terrible. C'est terrible. Ils sont 3, non? Ou 2 ou 3, ils sont. C'est les Williams. Ok. Mais alors, c'est quoi les prénoms? Ouais, du coup, qui est sur le terrain surtout? C'est poste 4. L'ailier. Alors, il y a un Jalen de mémoire. Ouais, Jalen Williams est là. C'est lui? Oui. Ok. Ah, est-ce qu'il y a Josh Giddey peut-être? Josh Giddey n'est pas sur le terrain, non. Ok, non. il n'est pas sur le terrain. Aïe. Par contre, il y a un deuxième Williams qui n'est pas Jalen. Ce n'est pas Jalen. Ah, c'est Jalen du coup. Alors, Jalen, ouais, je te l'ai dit, effectivement, il y est. Ah, du coup, et là, c'est pas Jalen. Ah, putain, alors... Il y a un autre Williams. Oh là là. Qui commence par un K. Ça te dit rien, le prénom? Ah là là, non, là, comme ça, non. Ancien des Pelicans. C'était Kenrich Williams. Ah, aussi. Kenrich, oui. Ah ouais, la coupe de cheveux est incroyable. Magnifique. Et puis, le dernier du Thunder, c'est le taxi pour Vanessa Paradis. Où est la connerie? Comment s'appelle le taxi pour Vanessa Paradis? Attends, j'ai pas la ref là. C'est vrai? Ah non, j'ai pas la ref. Alors, ou alors je te dis les Dalton. Comment s'appelle le plus petit des Dalton? Ah, Joe? Oui. Joe. Attends, j'ai fait Josh Giddey, du coup, Joe. Ah, Isaiah Joe. Exactement, Isaiah Joe. Tout à fait. Isaiah Roby est devenu Isaiah Joe, c'est au Thunder, c'est bon. Oui, tout à fait. Waouh, ouais, non, Thunder, c'était dur. Et Portland, du coup? Lillard. Oui. Anthony Simons. Non, pas sur le terrain. Pas sur le terrain. Jeremy Grant. Oui. Nurkic. Non, pas sur le terrain, c'est son backup. Est-ce que tu connais son backup? Pas du tout. C'est, comment dire? J'ai pas envie de faire de jeu de mots trop pourris, mais c'est une banque en ligne. Attends. Alors déjà, je m'enlève Shadon Sharp. Est-ce qu'il était sur le terrain? Non, il est pas sur le terrain. Ok, parce que j'ai d'autres noms qui me viennent, qui me polluent du coup. Parce que tu vois, par exemple, à l'époque, les mails donc du courrier, c'est devenu le email. Mais donc. Eubanks. Exactement. Oh, bien joué, putain, beau, pour le faire deviner, c'est beau. Devine Eubanks. Eubanks. Ouais, je sais pas comment on dit ça. Alors attends, du coup, j'ai Lillard, j'ai Eubanks. Grant. J'ai Jeremy Grant, donc j'ai ma raquette, donc il me manque le Anthony Simons, tu m'as dit qu'il y était. Non, il était pas. Il te manque quelqu'un qui a du cœur. Encore un Hart. Ben oui, c'est le même. Ah oui, il était là. Oui, c'est le même. Et oui, il était encore en Portland à ce moment-là. C'est Josh Hart, ouais. En décembre, ouais, tout à fait. Avant la deadline. Ok, et il me manque quoi, le 3, poste 3? Il te manque le poste 3 qui se prend le buzzer beater sur la tête, qui est un joueur pour qui Michael Jordan a voulu balancer 8 tours de draft le soir de la draft. Ça te dit rien, ça? À l'époque, en 2015. Si. Ah, putain. Il a un prénom très, très équitable. Ah, je l'ai, mais je l'ai pas. C'est horrible. Charlotte. En plus, je le vois presque plus à Charlotte qu'à Portland, quoi. Mais en fait, il est jamais allé à Charlotte. Il est allé à Miami, du coup, parce que Jordan n'est pas arrivé à faire le trade pour lui. Ah, il a pas chopé? Alors, attends, non, du coup, non, je l'ai pas du tout, alors. C'est un ancien ailier défensif de Miami. Ancien champion NCAA. Ah, Winslow? Oui, exactement. Justice Winslow. Ah ouais, Justice Winslow. Exactement. Ah, c'est vrai qu'il était à Portland. Non, c'est vrai qu'il était à Portland cette année. Ouais. Ça fait. C'est lui qui se prend le buzzer beater sur la tête. Ah, joli le prénom équitable. Oui, joli. Ouais, ça aurait pu être café, ça aurait pu être un prénom équitable. Mais je crois qu'on va s'arrêter là sur ces jeux de mots. Il y a beaucoup trop de jeux de mots un peu pourris. Ouais, mais ils permettent de se sortir de la mouise, donc c'est pas mal. Et donc on rappelle les joueurs du jour. On a inséré SGA à la 8e place entre Anthony Davis et Jaren Jackson Jr. On a inséré Karl Anthony Towns autour de la 33e place entre Marcus Smart et Kyle Anderson. On a inséré Zubac un peu plus bas autour de Jalen McDaniels et Grant Williams. Et juste en dessous, Emmanuel Quickley également est par là. Et puis ensuite John Collins, 5e du jour,
à côté de Bogdanovic de Atlanta. Donc voilà pour les 5 du jour. Et encore une fois, merci beaucoup, Julien, d'être passé sur le Basket Lab et sur la syllabe. Eh ben avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. C'était très cool. Très bon exercice. Et tu vois, John Collins est passé dernier. Par la force des choses. C'était prévisible. Mais en tout cas, très cool. Très bon exercice et merci encore à toi pour l'invite. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère qu'il n'y a pas eu un transfert surprise entre-temps. Quoique, c'est toujours intéressant. Donc non, en fait, j'espère qu'on aura eu encore un peu de mouvement. C'est toujours amusant. Mais oui, donc sur notre top 100, comme d'habitude, rendez-vous sur le Discord pour en discuter. C'est vrai que dans l'épisode du jour, si je vous dis un peu le plan que j'avais, c'est que, en fait, à la fin de notre top 100, je comptais faire un épisode spécial pour les blessés, en vérité. Et donc, aborder les cas de Zion Williamson, de LaMelo Ball. On aurait dû faire donc de Karl Anthony Towns. Et plein de noms comme ça qui finalement ont assez peu joué. Bon, au final, Karl Anthony Towns, dans la playlist et dans la préparation, il passait un peu entre les gouttes. Donc, il se retrouve ici. Mais voilà. Difficile de juger une saison complète lorsque cette saison est à ce point réduite de moins de 30 matchs. Donc voilà, cas un peu particulier, au-delà même de son profil qui en soi peut être polarisant. On peut en discuter sur le Discord si vous voulez, et je pense que peut-être on en redira 2 mots de Karl Anthony Towns, soit quand on fera un peu de reclassement, soit quand on sera sur notre cuvée de blessés, justement. On fera ça à la fin. Et donc, justement, en parlant de cette fin, il serait temps qu'elle arrive le plus vite possible, et donc on va se retrouver la prochaine fois, normalement, pour le 14e numéro de la syllabe. Et puisque le hasard fait très bien les choses, niveau timing, la prochaine fois dans cette cuvée numéro 14, je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous serons en train de parler de Damian Lillard. En plein dans l'actualité, évidemment. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Julien d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.